Madame, Monsieur, bonsoir. 21h03 jusqu'à 23h. C'est le temps consacré à cette émission tous les mardis. Carte sur table, 2 thèmes ce soir. En principe, 4 panélistes pour évidemment débattre des questions au menu. Nous parlerons de cette signature ou cet accord entre le Cameroun et la Guinée équatoriale qui s'unissent pour l'exploitation des champs pétro-gaziers dans un périmètre frontalier entre les deux pays. Les chefs d'État, Paul Biya et Obiangema Bazogo, ont signé la convention y afférente, c'était le 17 mars, en pleine séquence de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement, non, des chefs d'État, pardon, de la SMAC qui s'est tenue à Yaoundé. On va donc mettre cette question dans la première partie de ce débat. Quels sont les contours, quels sont les enjeux, quel est l'impact de cette convention-là? Que peut en tirer le Cameroun? Voilà autant de questions qu'on l'espère auront des réponses ce soir avec les invités. La deuxième question au débat de ce soir, on va parler de la mobilisation populaire. On s'inspire évidemment de cette manifestation que voulait organiser le PCRN, Cabral Libier et ses camarades à Yaoundé, pour dénoncer ces intempestives coupures de courant et reprendre de ce fait la Eneo, l'entreprise qui évidemment s'en occupe avec la Sonatrel. Mobilisation populaire, le poids des leaders politiques en question, ce sera le deuxième thème de la soirée. Je dis d'abord bonsoir à Aloïs Onana. Bonsoir, Dipita. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir à ceux qui ont pris du temps pour nous suivre. Vous êtes directeur de publication du journal L'économie du Cameroun. Merci de cette amitié que vous nous faites pour apporter du vôtre à ce débat. C'est un plaisir. Deuxième invité déjà en studio, le docteur Serge Alexis Lombat, qui est le maire de la commune d'arrondissement de Kondiok. C'est dans le département du Nkam, donc région du littoral, non moins cadre du PCRN. J'ai dit docteur, il a une spécialité qui n'est pas forcément en rapport avec les thèmes de ce soir. Il est médecin, il fait de la radiologie. Absolument. Bonsoir donc. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les panélistes et à vos téléspectateurs. Merci. Et avec Aloïs, c'est la première la première fois qu'on vous a sur ce plateau dans cette émission. Vraiment merci. Vous êtes d'ailleurs parti de Kondiok pour venir participer à cette émission. Absolument. Merci encore. Merci. Hervé Manuel Combe, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Je vous dis ma grande joie de vous retrouver sur le plateau. Mon plaisir toujours grand de vous avoir. Oui, merci. Le plaisir est partagé et je voulais dire bonsoir aux millions de téléspectateurs de Carte sur table et puis à mes co-panélistes. Je suis heureux qu'on ait des hommes engagés, voilà, qui ne sont pas des activistes. Vous savez que moi, c'est qui m'empêche de venir à certaines émissions, c'est lorsque j'ai affaire aux aboyeurs, mais là j'ai un préjudice positif et je respecte la posture et les parcours de ma compagnoniste. Il n'est pas inutile de rappeler que vous êtes membre titulaire du comité central du RDPC. D'ailleurs, vous êtes dans l'attente des résultats officiels. J'ai un métier depuis tard. J'aime souvent qu'on rappelle cela. Oui, d'accord. Je suis banquier de métier, expert financier. Et mes engagements politiques, je les porte, ce n'est pas une maladie honteuse, mais quand on a une soirée avec des sujets d'une telle qualité, je crois qu'il vaut mieux qu'on revienne. D'autant plus qu'on parle d'économie ce soir. Voilà, et qu'on parle de ce qu'on peut maîtriser. Donc, le quatrième et dernier invité qu'on attend, il sera certainement là d'un moment à l'autre, il nous a confirmé sa présence. Max Wabo, il est du MRC, il sera, je l'ai dit, avec nous dans quelques minutes seulement. Le temps pour nous donc de prendre la première transition et introduire, qui sait peut-être, le premier thème de ce soir. Cameroun, Guinée équatoriale, exploitation du gaz du pétrole, accord secret. C'est ainsi qu'il est intitulé pour essayer de nous mettre en plein dans le sujet. Je vais reprendre ces grandes lignes du journal en ligne, Journal du Cameroun, qui rappelle donc les contours de l'accord entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Il s'agit des champs pétro-gaziers de Yoyo, c'est au Cameroun, et Yolande en Guinée équatoriale. Cette convention permet donc aux deux pays d'unifier les données et d'exploiter conjointement les actifs miniers de ces deux champs pétro-gaziers frontaliers. La convention objet de révision avait été signée en 2017
entre les deux pays pour développer conjointement les découvertes des champs de Yoyo et Yolanda. Cet engagement commun entre les deux chefs d'État est donc une parfaite illustration, selon nos confrères, de la solidarité sous-régionale à travers l'intégration. Le journal du Cameroun rappelle également que le bloc de Yoyo, côté Cameroun, s'étend sur 679 km² dans le bassin de Douala, Kribi, Campo, et recèle un minimum de 47 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 18 millions de barils de pétrole de condensate selon les données officielles de la SNH. Il est mitoyen au champ Yolanda qui appartient au bloc 1 en Guinée équatoriale. Les deux abritent donc des réserves de gaz naturel et de pétrole et se partagent une même structure géologique, le champ Yolanda se prolongeant au Cameroun. Voilà quelques mots repris par Journal du Cameroun qui a un peu l'expertise. Il parle quand même également de la coopération, alors du mécanisme de financement, les entreprises qui sont autour. En 2007, il rappelle que c'était Noble Energy, une entreprise américaine qui, elle, a été rachetée en octobre 2020 par une autre société américaine qui est donc en l'œuvre en ce moment, c'est Chevron, selon les termes du contrat de partage de production signé entre la SNH et ce partenaire américain. Il s'agit d'une exploitation de 25 ans dans un premier temps et le contrat peut être reconduit, renouvelé pour une période de 10 ans, renouvelable une seule fois pour une période de 10 ans, donc autour de 35 ans d'exploitation dans ce partenariat. Ici, je comprends bien, à la fin, le Cameroun va exploiter à son compte. Alors, Aloïs, c'est peut-être d'abord sur la question de la forme. On sait quand même que de façon d'ensemble, quand on parle des relations entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, on a toujours cette image des relations pas forcément agréables, des Camerounais qui ont souvent été rapatriés de la Guinée équatoriale. D'aucuns estiment qu'ils ne sont pas en règle dans ce pays, mais ça n'a pas toujours égayé. Alors, cet accord frontalier, sur ce champ pétrolier et gazé, vient quand même réchauffer ou dire que, in fine, les intérêts sont quand même plus importants que d'autres enjeux. Alors, les intérêts sont largement importants et vont au-delà des enjeux. Ceux qui connaissent un peu l'histoire économique de la sous-région peuvent vous rappeler que c'est des années, depuis 1959, que lorsqu'on parlait encore de l'UDO, l'Union douanière équatoriale, qui était pratiquement une espèce d'imitation de l'Union qu'on appelait en Europe l'Union du fer et des minéraux, un truc comme ça en Europe, qui voulait que au moins 6 pays d'Europe se contrôlent et évoluent économiquement ensemble. Ces 6 pays-là étaient la France, étaient la Belgique, était l'Italie, était l'Allemagne, entre autres. Et donc l'idée est partie de là-bas et est arrivée au niveau de l'Afrique centrale. Et c'était beaucoup plus des pays qui avaient été des anciennes colonies de la France. Et là, jusque-là, on n'avait pas encore la Guinée équatoriale. Et lorsque l'idée, on est indépendant, Amadou Ahidjo ne voit pas d'un bon œil lorsqu'on évoque d'autres pays qui doivent aller à l'UDO, qui deviendra plus tard l'UDA, à savoir l'Union douanière du Sud de l'Afrique centrale. Cette UDEAC-là deviendra plus tard, le 16 mars 1994, la CEMAC qu'on est en train de célébrer. Alors, il y a une image que je veux qu'on retienne, c'est l'image du président Ahidjo qui était farouchement opposé, qui ne voit pas d'un bon œil lorsqu'on parlait des questions d'intégration. Et l'image de Paul Biya qui fait les pieds et les mains pour établir non pas des murs, comme le fait la Guinée équatoriale, mais davantage construire des ponts économiques entre son pays et la Guinée équatoriale. Ce qui fait en quelque sorte une leçon historique que Paul Biya passe à la Guinée équatoriale.
Et donc, au terme des travaux du 7, on a envie de retenir davantage une seule image forte, c'est celle-là du président Paul Biya et de Byangema. Le message que véhiculent les deux, davantage Paul Biya, c'est que le monde aujourd'hui n'est pas un monde où on érige des barrières, mais davantage le monde qui veut que c'est l'économie qui établisse des ponts entre les nations. Et là, c'est une leçon à retenir. D'accord. Sauf que l'affaire n'a pas beaucoup plu. Il y a eu une levée de boucliers sur la toile. Quand on estimait qu'on vendait le pays, qu'on avait bradé les biens du pays, lorsqu'on observe un peu le thème du contrat que vous avez si bien relevé, on comprend qu'en fait, le Cameroun a tout fait sauf se brader. Parce on verra que peut-être ça dans les arguments du débat. Voilà. Et donc, nous aurons le temps de voir comment est-ce que depuis toujours, le Cameroun, par exemple, a eu le temps de bénéficier encore des ponts économiques qui ont été établis, qui avaient le Tchad, qui est encore avec le Gabon, le Congo-Brazzaville. D'accord. Alors, docteur Lombat, premier jet, je reviens également sur votre regard par rapport à la première question. On pensait les relations Cameroun-Guinée équatoriale indélicates. À travers cet accord, on se rend quand même compte que les deux chefs d'État sont mis au-dessus d'un certain nombre de sujets et se sont dit, peut-être pour nos peuples, pour la sous-région, il faut ce partenariat. Il reste que sur le plan social, il y a un problème avec la Guinée équatoriale. C'est-à-dire que moi, je me suis posé la question, comment deux peuples qui n'arrivent pas à s'unir sur le plan social, comment ils vont faire pour faire des affaires? Est-ce que c'est possible? Donc, on n'a pas le contenu. Moi, ce que j'ai lu là, ça concerne le Cameroun, une société américaine. La partie guinéenne, on ne connaît pas le contenu de ce qui va se passer. Mais moi, je dis, si on n'arrive pas déjà à s'entendre, les Camerounais sont tout le temps boutés dehors, en Guinée. Moi, je ne suis pas un plaintif, mais je dis, quand même, on connaît les Camerounais bosseurs. Si on arrive à tout moment, les mettre dehors dans un pays, ça pose un problème. Au Tchad, par exemple, il y a par exemple le pipeline entre le Cameroun et le Tchad qui marche très bien depuis des années. On n'a pas entendu de bruit. Moi, si c'était avec le Tchad, j'aurais peut-être réagi de façon différente. Mais j'ai quand même des écueils en ce qui concerne la Guinée équatoriale. Donc, c'est ce que je peux dire. J'ai des petits doutes, parce qu'il y a un peu comme souvent un peu de... Et un peu comme un peu de jalousie. Les Camerounais sont très entreprenants. Quand vous arrivez dans un pays, on a tendance à jeter le probe sur les Camerounais. Et la Guinée, c'est un pays qui... Moi, je me souviens, on m'a proposé un contrat d'imagerie en Guinée. Je ne suis pas allé. Je ne suis même pas allé parce que moi, je ne travaillais pas contre le Tchad. J'ai moi qui ai ouvert l'IRM de la Renaissance. En 2016-2017, c'était excellent. J'ai fait 6 mois là-bas. Mais je n'ai pas osé, pour être sincère, aller en Guinée à cause de l'hostilité. Mais il ne faudrait pas que notre... comment je vais dire, que la bonne vision du président par rapport se transforme par rapport, n'est-ce pas, à l'intégration en Afrique centrale devient un peu de la naïveté. D'accord. Voilà. Hervé Manuel, sur votre première réaction par rapport à cette question dans les relations bilatérales entre le Cameroun et la Guinée équatoriale au regard d'une actualité qu'on a souvent connue en termes de migration. Écoutez, je crois qu'en abordant cette question par les problèmes de la situation de nos compatriotes en Guinée équatoriale, c'est qu'on ne met pas l'accord au niveau où on doit l'analyser. D'abord, c'est un accord gagnant-gagnant. Et le Cameroun n'est pas en position de demandeur. Au contraire, je vais vous faire la démonstration après. Et puis, tout à l'heure, notre compatriote a parlé de la genèse de cette histoire. Je pense que le président Ahidjo, je ne suis pas son biographe, avait plus peur de gonflement de la région du Sud que de l'intégration.
Mais maintenant, revenons dans ce que l'on appelle l'accord. Cet accord était un très grand événement parce que, peut-être par sa publication, il sauve un peu un côté de ce sommet de la CEMAC en montrant qu'il y a des choses qui ont bougé. Mais on ne va pas faire l'économie de dire quand même des choses importantes. Je vous dis, sous votre contrôle. Vous savez que nous avons eu un très grand contentieux frontalier avec le Nigeria. Et ce n'est pas choquant de le dire, de rappeler, la Guinée équatoriale avait eu une attitude qui était interprétée comme si elle se joignait plutôt à la partie nigériane, parce qu'elle savait que la délimitation de notre frontière, surtout, avait une conséquence sur nos frontières maritimes et ce qu'on appelle le plateau continental, c'est-à-dire le Grand G. Là, il faut expliquer aux Camerounais que d'abord, ça ne devait pas être un accord secret au sens qu'on veut présenter. C'est une conséquence, n'est-ce pas, des décisions de la Cour internationale de justice et des accords de Gentry qui ont modifié ce que la Guinée équatoriale est notre frontière sur l'océan. Pour parler en français facile, je m'excuse, n'étant pas en charge des responsabilités publiques, je peux avoir la liberté de le dire. En fait, la Guinée équatoriale puisait du pétrole et du gaz dans nos eaux. Dans le nord ou sud-ouest? Dans nos eaux. Dans nos eaux. Okay. Pas aux nos eaux. Oui. Dans les eaux camerounaises. Voilà. Bon. Et la méthode du président Biya, qui est conseillée toujours par, n'est-ce pas, la concertation, c'est ça qui s'illustre aujourd'hui. C'est-à-dire que Exxon, comme une autre société anglo-saxonne, ont tiré la conséquence du fait que les Américains, les Allemands et les Français étant les garants de l'accord de Gentry, ils ne peuvent pas continuer à gérer une convention d'exploration, d'exploitation du pétrole alors qu'ils sont dans notre frontière. Parce que le pétrole, quand vous forez là, vous pouvez envoyer pour aller plus loin. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est une très bonne méthode. Ça prouve que la CEMAC est un bon cadre de négociation et ça prouve que tout le monde doit s'investir dans la bonne foi. Et je reviens à ce que le docteur Lombard disait tout à l'heure. Le Cameroun est un très grand pays pétrolier. D'abord, vous savez que dans cette région qui est considérée comme le Gold Stream, comme on dit dans le langage de la richesse pétrolière, c'est à peu près la deuxième, troisième région en gaz dans le monde. On pense que ça va entre 15 et 25% des réserves de gaz dans le monde, hors Russie. Donc, c'est un accord qui est bon, d'abord parce qu'il nous permet de ne pas entrer dans un autre contentieux, mais de fait, il amène la Guinée équatoriale à reconnaître une nouvelle délimitation des eaux territoriales entre le Cameroun et la Guinée. Donc c'est un peu un carrefour. C'est un très bel accord et qui va conforter l'accord qu'on a aussi avec le Nigeria, parce que vous verrez qu'en étant dans cette posture, tout ce qu'on raconte autour de Bakassi et tout tombe tout seul, parce que c'est la reconnaissance de la camerounité de ces eaux et de cet espace qui est très riche en réserves en gaz et en pétrole. Et je pense donc que la Guinée équatoriale devra faire sa révolution, parce que les Camerounais qui y vont, si on croyait qu'ils venaient pour la mendicité, non. Le pétrole est entre les deux pays et je pense que les Camerounais seront bien chez eux. La dernière chose que je voulais dire, c'est que si c'est pour 25 ans, c'est en raison des réserves évaluées actuellement. D'accord. Et que on pense que si on renouvelle encore 10 ans, certaines de ces réserves pourront être épuisées. Mais bon, il n'est pas exclu que ce soit pour l'éternité encore. Si la COP, la nouvelle COP permet d'utiliser encore le pétrole, parce qu'il est question que les voitures ne soient plus en pétrole et que ça soit électrique. Donc, c'est un accord qui va d'abord apporter beaucoup de revenus pour les Camerounais, on verra ça tout à l'heure, augmenter notre capacité à produire des richesses et puis stimuler nos ressources financières. D'accord. Bonsoir Marc Swabo. Bonsoir Monsieur Dipita. Je m'excuse déjà pour le retard. Bonsoir. Rassurez-vous, je ne vous ai pas trahi auprès des téléspectateurs. C'est pas grave. Comme d'habitude. Merci infiniment d'être là ce soir. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Alors la première, la question d'entrée, nous y étions tout à l'heure, c'était de savoir, quand on regarde quand même les rapports
Cameroun-Guinée équatoriale, qui jusqu'ici était marqué par ces questions de migration qui ne tournent pas souvent bien pour les Camerounais en Guinée équatoriale, d'une part. Et d'autre part, on regarde l'accord, la convention signée entre les deux chefs d'État. On se dit finalement, dans le fond, les intérêts ont prévalu sur ces questions-là. C'est une bonne chose pour les deux pays. Bien, je crois que j'ai souvent échangé avec le grand frère Hervé Com. Il connaît ma position en ce qui concerne le traitement qui a souvent été réservé aux Camerounais qui résident en Guinée équatoriale. Il sait très bien que j'ai souvent questionné la diplomatie camerounaise, que j'ai souvent estimé qu'elle était peut-être un peu dormante lorsque les Camerounais traversaient des situations pas commodes au niveau de la Guinée équatoriale. Maintenant, que ce problème se pose en termes d'accord sur le gaz et le pétrole, c'est ça? Exact. Bien évidemment, devant certaines situations, il faut bien que les intérêts soient au-dessus des conflits qui peuvent facilement être gérables. Donc on ne pourra pas refuser à l'État de Cameroun de mettre des intérêts du pays au devant, peut-être des considérations qui peuvent justement avoir des coûts en deçà de la ceinture. Maintenant, la question, quand je regarde votre thème, c'est de savoir si ces accords sont secrets. Mais tout à l'heure, j'ai vu le grand frère comme développer, je me posais la question, lui il a pris le contenu. Je me posais la question, il a pris le contenu. Excuse-moi Marc, c'est une parenthèse. Il est quand même pas bien que Dupita, qui est originaire de cette région, dise yo-yo. Yo-yo. C'est yo-yo. Yo-yo, exact. Dans la région de Seine-Maritime. Bon. Bien, alors, à la question de savoir... C'est peut-être il fallait peut-être que je le dise aussi en français. Ouais. Même en français, c'est yo-yo. D'accord. C'est à Manco, largement, c'est yo-yo. Excusez-nous, Marc Salézy. J'ai peut-être perdu un peu le fil. Mais je voudrais dire tout simplement à la question de savoir si ces accords sont secrets. Je peux répondre oui et non. Je peux répondre oui et non. L'accord, pour moi, n'est pas secret. Du point de vue où cet accord entre la Guinée et le Cameroun, justement, a été révélé. Alors, si c'est révélé, si ça a été rendu public, on ne saurait justement dire que cet accord est secret. Surtout que les démarches ont commencé en 2017. Donc, d'une manière ou d'une autre, on savait justement qu'il y avait un processus qui était enclenché. De ce point de vue, on ne pourra pas dire que l'accord était secret. Maintenant, vu maintenant dans le plan du contenu de l'accord, ça reste justement, à mon sens, secret. Pour la simple raison qu'on ne connaît pas les détails, on ne connaît pas quels sont les détails qui entrent dans le contenu. Du coup, les Camerounais ne peuvent pas s'interroger sur le fond des accords. C'est pourquoi je semblais être surpris lorsque je voyais Hervé Emmanuel Com faire des développements là-dedans. Parler de 25 ans, 10 ans, je me posais la question, où est-ce qu'il a pris le contenu? C'est la banque, c'est la parole d'un banquier, Max. Bon, peut-être vous faites une projection, on ne peut pas vous empêcher de faire une projection. Donc maintenant, quant au contenu, on sait très bien que le contenu n'a pas encore été révélé. Et si le contenu n'a pas été révélé, on ne peut pas justement, et c'est à juste titre, se prononcer justement sur le fond, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on peut justement imaginer quelques informations qui peuvent fuiter. Par exemple, on vous dit par exemple que on va prendre notre gaz ou bien notre pétrole, on va le déporter vers la Guinée équatoriale. Je crois qu'on parle du bloc de Yo-Yo, peut-être je prononce en français, bon, peut-être vous voulez que je le dise aussi, je prononce en français, qui a une superficie de 679 km². Et on vous dit, on va justement envoyer ça du côté de la Guinée équatoriale pour liquéfier. Donc on va effectuer la transformation du lourd en transformation en léger. Bon, maintenant, d'un autre côté, bien évidemment, ça sera justement fait plus précisément dans l'île de Bioko, et je crois que ça va effectuer justement par Marathon Hall. Mais moi, il y a quand même 2 ou 3 questions que je peux me poser. C'est de savoir, premièrement, pourquoi le Cameroun ne construit pas, ne procède pas à la construction d'une usine justement susceptible de procéder justement à la transformation de son gaz et de son pétrole. La deuxième question également que je dois me poser, c'est pourquoi le gouvernement camerounais ne met pas en évidence la Sonara au devant de la scène pour que la Sonara justement puisse effectuer ce type d'opération. Maintenant, quand le contenu sera révélé, on pourra maintenant à juste titre voir est-ce que c'est bénéfique pour le Cameroun. Ce qu'on peut déjà savoir, si on veut faire la projection comme Hervé Emmanuel Com, on va dire également il y a les emplois. Et bon, peut-être ces accords vont générer des emplois tant du côté Cameroun que Guinée équatoriale,
je précise, à la phase de la construction, parce qu'il y a une histoire de pipeline qui va entrer en mouvement, qui va relier justement les deux pays. Mais attention, mais après ça, qu'est-ce qui va se passer du côté du Cameroun? Parce que par exemple, vu que lorsqu'on déporte quelque chose pour notre pays, on a plus tendance à comprendre que c'est le pays d'accueil qui aura plus justement de main-d'œuvre. Donc, si on avait le contenu, on pourrait justement se prononcer dans son fond. D'accord. Monsieur Dipita, je m'en voudrais si vous me donnez 30 secondes. Je m'en voudrais. J'ai fait la promesse à quelqu'un qui m'était cher. J'ai rencontré un monsieur le week-end passé, un grand frère, au même titre que Hervé Emmanuel, comme un papa même, et avec qui j'ai discuté, et je lui faisais comprendre qu'il me parlait du management. Et je dis que j'ai justement profité justement pour en parler un peu ici, et me parlait du management dans les entreprises publiques, parapubliques et privées, les limites du management. Et donc, du coup, j'ai été tenté de dire tout simplement que de comprendre justement que le Cameroun avait un grave problème. Monsieur Hervé Emmanuel, comme vous savez, on a des entreprises. Ces entreprises ont la tête justement des dirigeants. Et ces dirigeants, justement, plombent nos entreprises. D'accord. Vous prenez la parole, je voudrais compléter quelques infos autour de... Alors, l'accord prévoit une participation de l'État via la SNH. Je cite une fois de plus nos confrères de journal du Cameroun.com. Alors, la participation de l'État via la SNH à hauteur de 25%. Le contrat prévoit par ailleurs un budget de formation de $250 000 par an pendant les phases de développement et d'exploitation réservées aux ressortissants camerounais autres que ceux employés par l'entreprise américaine. Il prévoit en outre un budget annuel de $200 000 par an alloué par la société d'exploitation à des actions sociales. Alors Hervé, et puis on revient sur Aloïs et le docteur Serge. D'abord, l'accord qui nous est présenté, c'est un accord de partage de production. D'accord. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec Marx, on appelle secret ce qui ne devait pas relever du secret. Actuellement, ce sont les deux entreprises anglo-saxonnes, dont Exxon et l'autre entreprise que Marx vient de présenter, qui sont en activité dans cette zone. Mais je voulais dire à Marx que ce n'est pas un cas unique dans le monde. Partout où il n'y a pas de guerre, vous avez entre le Venezuela et la Colombie ce genre de contrat, parce que les réserves de matières premières, surtout du gaz et du pétrole, d'ailleurs, nous-mêmes, nous avons ce genre d'accord avec le Congo sur le fer. Fait le mal. Si on revient, mais en ce qui concerne les hydrocarbures, lorsque c'est surtout en mer, donc c'est pas offshore, et que c'est dans une zone frontalière, ce qui est idéal, c'est un partage de production. Maintenant, Marx a raison pour dire, est-ce que nous allons donner pour l'éternité la production industrielle de gaz à notre voisin? Mais je pense que là, il ne faut pas être pressé parce que cet accord qui est maintenant sur la table impose qu'on mette en place une politique industrielle dans le domaine du pétrole. Ça veut dire que même la Sonara, et on ne peut plus faire l'économie d'avoir, par exemple, une raffinerie dans la zone de Campo de Kébi. Moi, je l'ai dit, dans un futur très proche. Parce que cet accord, il faut qu'on ait la partie camerounaise. Nous ne sommes pas obligés d'envoyer nos travailleurs dans cette activité en Guinée équatoriale pour éviter ce que le docteur Lombard avait prévenu tout à l'heure. Je pense donc que toutes les implications de cet accord ne sont pas encore du domaine public et sur la table, mais ça va arriver. Pourquoi c'est la SNH qui est utilisée? Parce que c'est la société de participation dans, n'est-ce pas, la recherche, la production et tout. Je pense. Alors, docteur Serge Alexis Lombard, justement sur l'implication de ces autres entités, notamment la Sonara, entre autres. Et vous avez également évoqué tout à l'heure le volet social, donc l'implication de la main-d'œuvre experte camerounaise. Est-ce qu'on regarde de ce qu'on sait de façon superficielle de cet accord, peut-on dire qu'il y a une maximalisation c'est-à-dire est-ce qu'on peut penser une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée. Est-ce que le Cameroun a exploré à fond toutes les possibilités de bénéfices de cet accord-là? Ce que je sais, dans un pays normal, c'est que quand on signe un tel accord,
en réalité, on explique les avantages d'un tel accord. Alors, le problème qu'il y a chez nous, ce n'est pas de signer des accords. C'est que quand il y a le retour, est-ce que le peuple, est-ce que le petit peuple en bénéficie? Vous savez, on vient de passer un carburant de 575 pour le gazole à 720 francs, alors qu'on savait qu'il y avait un accord et qu'on avait du pétrole. C'est quand même embêtant. Est-ce que... Non, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Ce que je veux dire, c'est que si on sait, si notre pétrole, en réalité, ne nous sert pas, parce que c'est la réalité. Tout à l'heure, il parlait de la Sonara. On aurait profité peut-être, il parle d'industrialisation. Mais c'est Hervé Emmanuel, comment on parle d'industrialisation depuis. Il faut arriver à cela. Peut-être qu'on arrive à cela, on va investir pour nous et puis pour le peuple camerounais. Mais ce sera le cas, docteur. Non, écoutez, ce sera le cas. 40 ans après, j'ai des doutes. J'ai quand même un peu de doute. Excusez-moi, j'ai un peu de doute. Excusez-moi, je ne suis pas, voilà, je suis pas radicaliste, mais je dis, j'ai un peu de doute. Et c'est ça mon problème. Mon problème, c'est que si on a davantage de gaz, davantage de pétrole, actuellement, il n'y a pas de carburant au Cameroun. Ah si, docteur, on ne peut pas vous laisser dire une chose pareille. Je vous dis, il n'y a pas de gasoil. Demandez à tout le monde. On ne peut pas vous laisser dire il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être on refuse de vendre aux gens. Ah non, ce n'est pas le cas. Mais c'est une réalité. Excusez-moi, si vous me permettez. Alors, je vous prends un exemple simple. Oui. Ma clinique à Douala, ici à Douala. Il y en avait plusieurs d'ailleurs. Vous êtes un homme riche. Non. À Douala, on n'a pas de gazole. Il n'y en a pas. Est-ce que je peux dire quelque chose? Donc, ce que je dis, moi, je ne développe pas les grandes théories. Je développe les théories. Qu'est-ce que le peuple gagne d'un accord gagnant-gagnant? Bon. Vous avez dit que c'est un accord gagnant-gagnant, mais sur le plan implémentation, c'est-à-dire que sur le plan pratique, qu'est-ce que cet accord de plus, avec la même gestion que nous connaissons, qu'est-ce que ça va nous apporter? Moi, je ne suis pas là pour décrier les gens, mais je dis, il y a un nouvel accord qui est là, et il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de machins et tout, mais est-ce que la même SNH, qui paraît avoir une gestion opaque, je dis qu'il paraît, non, qui paraît, non, écoutez, je vous dis, je ne suis pas radical, docteur, mais je vous dis... C'est pas une réunion du PCRN. Ah non, du tout, du tout, je parle de ce que tous les Camerounais connaissent. Non, c'est pas vrai. Ah, donc moi je dis, dites-nous donc que comme on aura cet accord et qu'on va commencer à exploiter dans telle période, voilà ce qui va changer. Je parle sous le contrôle d'un des plus grands journalistes économiques de ce pays. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne laisse pas toujours l'économie s'exprimer, on est toujours dans les faits divers. Pour une fois qu'on a une soirée comme celle-ci, c'est magnifique. Écoutez, je ne suis pas le porte-parole de la SNH, mais je vous sais très cultivé. Si vous prenez le budget du Cameroun et vous voyez les transferts que la SNH fait dans le budget pour le financement des investissements, docteur, ce n'est pas négligeable. Vous comprenez? Lui, il a certainement des chiffres plus précis, mais la SNH, qui est notre société de capital, de portefeuille, dans le domaine de gaz et de pétrole, transfère beaucoup d'argent. Deuxième chose, d'ailleurs, il y a plusieurs réalisations qui n'auraient pas été effectives si la SNH n'avait pas porté à conclusion. Mais bon, je ne vais pas entrer dans d'autres domaines, parce que ça va entraîner dans d'autres débats. Mais par exemple, sur la canne et les routes, la modification des infrastructures routières, la SNH y participe. Maintenant, vous avez raison, et Max aussi, en disant que nous ne pouvons pas être prisonniers des erreurs de nos aînés dans le passé, telles que par exemple les options industrielles qu'on avait pu suivre la Sonara. Et qu'un tel accord doit être l'occasion pour la modernisation de la Sonara, voire l'extension de nos capacités de raffinage. Là, on est d'accord. Pour le débat, si vous n'avez pas de gazole dans votre clinique... Non, bon, dans tout Douala? Non, laissez-moi dire. Docteur, je termine là-dessus, docteur. Peut-être les autres en ont, mais... Docteur, on a tendance actuellement à prendre le problème de la non-modernisation de notre logistique de transport de produits pétroliers pour le problème comme s'il n'y avait pas de pétrole au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Nous avons effectivement un problème et il faut pousser la réflexion, avoir le courage de mettre ça sur la table parce que c'est une question d'ordre public. Nous avons un problème de mise à disposition de produits pétroliers. On a préféré, par exemple, le camionnage
personnellement, je suis plus favorable pour le rail, c'est-à-dire cabotage et rail. Et quand vous avez le camionnage, Dipita et moi qui sommes voisins à la SDP, nous vivons les embouteillages au quotidien. C'est-à-dire que c'est la distribution qui pose problème. Aloïs? Alors, déjà revenons sur la question précédente. Est-ce que le Cameroun, avez le sentiment, sur la base des éléments qu'on sait, est-ce que le Cameroun a maximisé quand même les chances d'exploiter au plus haut, les chances de bénéficier aux meilleures conditions de cet accord-là, de cette convention-là? Alors, c'est un accord qui a quelques images particulières. D'accord. Il a été signé par deux chefs d'État qui ont chacun un ministre au moins en charge des questions énergétiques, mais qui ont choisi eux-mêmes d'apposer leur signature sur le document. Et il y avait une autre image qui m'a marqué, c'était la présence de Franck Biya juste derrière Paul Biya, comme c'était la continuité qu'on préparait. Vous ouvrez une brèche là. Je ne savais pas que tu faisais de la politique. Il était partout. J'ai juste regardé la photo, l'image qui a circulé. Maintenant, il faut aller. La sémiotique. Il faut quand même aller au-delà de ce que nous avons vécu et rappeler aux gens que nous ne devons pas quand même être assez égoïstes, comme si c'est nous qui devions toujours être les champions, les principaux bénéficiaires de tout. Je parlais à l'entame d'un projet, au moins de 2 projets qui nous rapportent beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y en a un qui est encore en préparation, c'est lui qui nous lie au Congo-Brazzaville. Le fait de Nameba, un gigantesque projet qui devra quand même nous rapporter entre 12 000 et 20 000 emplois. Absolument. Que les Congolais ont en quelque sorte accepté de donner au Camerounais, sans oublier que nous avons tout un terminal minéralier qui sera construit au port de Kribi. C'est des avantages que nous avons. Les Congolais auraient pu réfléchir comme nous et se dire, mais écoutez, pourquoi ne pas aller à Pointe-Noire? Et donc, nous sommes en train de parler de l'intégration. Et l'économie, il faut rappeler que l'économie a toujours joué un rôle principal, primordial, lorsqu'on a toujours parlé des questions d'intégration. Et tel que je regarde Paul Biya, je sens en lui davantage quelqu'un qui est attaché, qui ne regarde pas davantage des intérêts économiques, financiers et autres, mais davantage l'effectuation, la cohésion, l'amitié frontalière entre... La réalité du discours qui parle de l'intégration. C'est du réalisme. Et donc, il faut faire du réalisme économique en quelque sorte. Et là, il y a des pays quand même qui nous ont précédés. Il vous souvient que le Tchad a quand même accepté que son pipeline traverse le Cameroun. C'est là où il y a un droit de transit. Ouais, il pourrait aller nulle part. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu quand même peut-être... Le Soudan était en guerre, il aurait peut-être pu attendre, peut-être. Sauf que cela nous gênait qu'en 2022, on a eu 34 milliards quand même, issus du droit de transit. Donc, acceptons que d'autres également puissent, comme nous parlons d'intégration, c'est comme si on ferme la porte aux autres, c'est comme si on voudra une chose et son contraire. Ce qu'on reproche à la Guinée équatoriale. On a rappelé que permanemment les Camerounais sont bafoués, sont chiffonnés, mais qu'est-ce qu'on a? C'est un chef d'État camerounais qui fait la sourde oreille en quelque sorte. Et je crois que l'accord signé interdit désormais en quelque sorte à la Guinée équatoriale de chiffonner la Guinée équatoriale, de chiffonner les Camerounais. Désormais, l'État voyou entre guillemets qui transpirait un peu de la Guinée équatoriale reposera désormais, sera, je veux dire quoi, bouclé par ce pont économique là qui fera que désormais et comprendra que nous sommes liés. Et donc, il ne faut pas seulement voir les choses comme si c'est nous qui devions gagner. Il ne faut pas voir uniquement le bénéfice économique. Si on parle d'intégration économique, intégration régionale, acceptons qu'aujourd'hui, on peut établir ce pont avec la Guinée équatoriale, comme demain, ce sera le Gabon qui peut également être... D'ailleurs, il y a le port sec centrafricain qui va être fait du côté Cameroun à l'est. Maintenant, Hervé a rappelé quelque chose, c'est qu'il faut aussi éviter quand même l'effet Russie et l'Union européenne. C'est-à-dire que, en quelque sorte, donc on peut être, aujourd'hui nous sommes encore amis, et demain ça peut tourner, et la Guinée nous fait du chantage. Et donc, peut-être qu'il serait bon, parallèlement, de construire localement des usines qui nous aideraient à demain à être indépendants, même si on intègre, on célèbre l'intégration économique, mais que nous-mêmes soyons d'abord économiquement dépendants. C'est-à-dire que nous serons en mesure de transformer localement
et notre pétrole et notre gaz. Mais justement, Marc, je reviens à vous, vous qui évoquez l'entrée en jeu éventuelle de la Solara, qui c'est peut-être la construction d'une usine d'exploitation de cette histoire-là. Vous parlez également de manager. L'enjeu pour un manager, c'est de minimiser les coûts. Est-ce que justement l'option d'aller porter nos ressources souterraines en Guinée équatoriale n'est pas d'abord de se dire, en évitant de construire une usine, ce qui va nous prendre du temps, de l'argent, il vaut mieux aller le faire là-bas où il y a des installations déjà... Il y a déjà des installations adéquates et en bénéficier. Monsieur Dipita, heureusement que je parle sous le contrôle du grand frère Hervé. Écoutez-moi, c'est pas à tort que j'ai évoqué un problème de management. D'accord. Je salue déjà ce monsieur Bonguet, Christophe. C'est avec lui que j'ai discuté. Et quand on posait ce problème, effectivement, c'est comme si on devait finir par arriver dans ce thème. Monsieur Dipita, vous ne pouvez pas estimer que vous êtes un chef d'entreprise et que vous ne pouvez pas faire des prévisions, gérer ses prévoirs. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, estimer que vous ne pouvez pas justement développer des ressources au sein de votre entreprise ou bien trouver des moyens qui vous permettent de bâtir justement une usine et vous pensez qu'il faut chaque fois se déporter vers l'extérieur. Je crois que le Cameroun, j'ai souvent appris que le cuidant venait du Nigeria. Je ne sais pas si c'est vrai. De l'Inde. Bon, admettons même ça. Moi, j'appelle ça du balai là. Si 40 ans après, on nous dit que pour avoir des cuidants, il faut justement commander à l'extérieur, on peut se poser cette question. Non. Je vais dire tout simplement quoi. Que vous dites qu'en analysant la situation, ça a forcément amené le Cameroun à penser qu'il faut justement déporter ça vers la Guinée, j'ai envie de vous dire non. Je tiens à vous rappeler que aujourd'hui, ce qu'on fait là aujourd'hui, peut laisser croire à la Guinée qu'il est un pays extrêmement puissant. Et celui qui a dit tout à l'heure que le fait qu'il y ait cet accord-là, il n'y aura plus de conflits autres, je vais vous dire, c'est faux. C'est faux parce qu'il faut bien voir quelle est la mentalité du Guinéen. Vous comprenez? Ils ont leur politique, le Guinéen d'abord, exactement pareil comme au Gabon. Donc venez dire que quand il y a cet accord-là, il n'y aura plus de conflit. Je vous dis, dès le lendemain, donnons-nous rendez-vous dans 3 mois. Il y aura encore cette situation. Pour dire tout simplement que je ne veux pas qu'on voit la chose sur cet angle. J'ai dit au départ, pourquoi justement le Cameroun ne pouvait pas bâtir justement sa propre usine de transformation? La question est simple. C'est une volonté politique. Non. Quand vous mettez justement des hommes au centre de quelque chose, des hommes incompétents au devant de la scène, monsieur Hervé, comme on peut arriver à de telles situations. Vous comprenez? Parce que rien ne peut expliquer que 40 ans après, que le Cameroun ne puisse faire bâtir sa propre usine de transformation. Rien ne peut expliquer. Est-ce que je peux dire Un mot et puis Serge Alexandre. D'abord, mon cher Max, il faut savoir que le Cameroun a le premier projet qui malheureusement n'a pas été soutenu par les Français de l'époque, puisque c'est ISO qui était notre partenaire. Le Cameroun devait avoir la première usine de liquéfaction de gaz à Kribi. Donc nous n'apprenons rien. Mais revenons à ce qui nous concerne là maintenant. Si on laisse dans ce temps-ci que le gaz soit dirigé vers l'île de Bioko, c'est parce que, ça c'est un aspect que je vais violer, l'accord est déjà en production de ses effets. C'est-à-dire qu'il y a 2 sociétés américaines, anglo-saxonnes, qui travaillent déjà dessus. Donc le Cameroun n'a pas dit on va couper les robinets et cela ne nous enlève pas de construire notre liberté de construire une raffinerie et même une usine de liquéfaction. Pourquoi on ne le fait pas? On le fera, mais pour l'instant, l'accord là date depuis 2017. Oui. Effectivement, de 2017 à ce jour, c'est un accord quasi secret. Maintenant, il est sur la table. Et démocratiquement, nous allons voir, faire face. Mais aujourd'hui, il faut récupérer les revenus, la valeur ajoutée de cette exploitation que nous n'avions pas. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas interrompre l'activité. Ils ont une usine de liquéfaction de gaz actuellement. Et puis après, on prendra les décisions. Bon, mais maintenant, ta proclamation que nous serons un pays dirigé par les incompétents, j'espère que tu vas retirer ton mot.
Non, écoute, je n'ai pas dit, écoute-moi très bien. Je continue à dire. C'est très poli. Si tu es maintenant non, dans... attention, Hervé. J'ai dit des aboyeurs de ton mouvement politique, ça m'inquiète. Non, je ne vais pas entrer dans ce type de jeu. Non, on peut y aller. J'ai dit... Non, c'est pas moi de toute façon. J'ai dit au départ, on est simple. Si vous mettez à la tête des projets des gens qui n'ont pas une vision, ou alors, vous savez, je vais vous dire, ça vous le savez mieux que moi, le bon dirigeant n'est pas toujours celui qui a toute la compétence en termes de technicité. Mais c'est celui-là qui comprend la philosophie de l'entreprise. Vous comprenez? Ouais. Où est-ce qu'on va? Il sait bien où est-ce qu'on va. C'est pourquoi vous trouvez parfois dans des entreprises, je dis n'importe quoi, vous pouvez trouver que votre chef a un baccalauréat. Et vous avez votre maîtrise et tout ce que ça comporte avec. Non, tout à fait. Mais il est au-dessus de vous. Pourquoi? Parce que vous avez les aptitudes d'un bon technicien et vous ne comprenez même pas où on va. Et lui, justement, il comprend la philosophie de l'entreprise. Eh bien, on va le mettre devant. On va donc lui adjoindre des techniciens comme vous. Et puis, il va vous conduire. Alors, on se comprend. Donc, Hervé, quand je parle, je dis tout simplement, quand je parle de compétences, écoutez, je voudrais tout simplement dire en langage plus simple, des gens qui comprennent où on va. Si des gens ne comprennent pas où on va, alors on aura toujours des problèmes. Serge Alexis Lombard, je vais mettre un exemple. Il sait bien ce que je pense de lui. Voilà. Donc on se souvient à l'époque de l'espoir, de cette joie qu'avaient les Camerounais lorsqu'on a entendu parler de la traversée du gazoduc tchadien au Cameroun, de Doba à Kribi. On s'est dit, ça va créer plus de 2000 emplois. On a compté des milliards de bénéfices. C'était quand même un gros problème écologique. Et puis après, il y a eu ce désespoir quand on a commencé à voir que l'exploitation se fait sans forcément que les attentes n'aient été à la hauteur de ce qui avait été. Est-ce que l'accord entre le Cameroun et la Guinée équatoriale ne suscite pas au départ également ce même sentiment? Et puis après, qui c'est peut-être? Il ne faut pas... Bon, le Tchad et la Guinée, ce n'est pas la même chose. D'accord. Sur le plan social. C'est-à-dire que vous pouvez aller au Tchad avec une CNI. Moi, je suis un exemple. C'est la question de la libre circulation. Voilà. Donc, c'est un autre esprit. Et encore même que sur le pipeline, il y a eu beaucoup de Camerounais qui ont trouvé les médecins, tout ça, sur le suite, franchement. Oui, sauf que, docteur, on ne parle de côte qu'aujourd'hui sur l'espace public à l'occasion d'un accident d'avion. C'est les entreprises, et là, je donne un peu raison à Max, les entreprises devaient communiquer, surtout quand ce sont des entreprises qui concernent l'espace public. Voilà. Je vais donc expliquer aux panélistes qu'un accord ne change pas les mentalités des gens. Quand vous arrivez à Libreville, vous comprenez directement que vous êtes d'Afrique centrale, mais que vous êtes étranger. Ouais. Immédiatement. On vous met à côté. Camerounais. Guinée, c'est peut-être pire. Donc, l'accord seul ne suffit pas pour changer. Mais il faudrait qu'on apprenne à se développer de nous-mêmes. On peut imiter. Quand je parle souvent de Chine, les gens me disent, bon, attends, toi, tu déblatères. Non. Non. Les Chinois, ils ont vu, ils ont imité, ils ont développé, ils ont dépassé les autres. Moi, je le dis clairement. Donc, si on a... Je suis d'accord avec lui, qu'on peut s'auto-développer, c'est-à-dire qu'on peut même utiliser ces Chinois-là, sauf qu'on les utilise mal. Nous utilisons mal les gens. C'est-à-dire nous donnons parfois même plus, c'est-à-dire parce qu'on est peut-être corrompu, parfois nous donnons même plus que ce qu'on attend de nous. Donc, cet accord, est-ce que, tu posais la question à savoir, est-ce que les Camerounais... Est-ce qu'il n'y aura pas des illusions après? C'est le gouvernement qui décide. C'est le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui oriente, même ceux qui viennent investir. C'est le gouvernement. Si le gouvernement veut que les Camerounais en bénéficient, il faut en bénéficier. Pas des tests, pas des décrets, pas des choses. Bref, on a tout, le gouvernement a tous les moyens pour donner des plus-values à son peuple. Donc, c'est une volonté politique, comme il disait. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais parce qu'on ne peut pas. On connaît beaucoup de Camerounais qui sont au quartier, qui méritent.
Vous êtes en train de faire un procès préventif. Et donc, il est réel. Laissez l'accord. Non, on a 40 ans. Qu'il est publié. Non, on a 40 ans. Je vois que docteur, je vois que tu es devenu un excellent consul général du Tchad au Cameroun. Mais je ne parle pas du Tchad, là. Je parle de 40 ans de gestion. Moi, je connais des Camerounais qui sont en insécurité en Djamena. Pas les violences. Pas moins que les Tchadiens. Pas moins que les Tchadiens. Les Tchadiens n'ont jamais été en insécurité au Cameroun. Ils ont d'ailleurs des groupes de mouvements. Ça, c'est une digression, là. Mais non, c'est une digression. Vous êtes en train de faire je parle pas de ça. Le procès de l'intégration. Non, moi, je suis déjà sur les plus-values que devraient attendre les Camerounais ou pas du Tchad. Donc, on ne parle pas de la même chose. Donc, je suis en train de répondre à sa question. Je ne parlais plus du Tchad. Justement, sur la question de la plus-value, concrètement, Aloïs, concrètement... La plus-value sociale. Parce que financière, elle est là. Moi, je voulais étendre. Ça déroule, ça déroule. Ouais. Sur la question de la plus-value, concrètement, à quoi doit-on s'attendre? Alors, la plus-value ici, on a évoqué les emplois forcément qui seront créés. En Guinée équatoriale, les Camerounais iront travailler là-bas? Mais pas forcément. Pas forcément, à mon avis. Je vous ai parlé du projet de faire Balam Nabeba. C'est l'un des projets intégrateurs. Et ce qui me fait un peu sourire, c'est que je me pose la question, qu'est-ce que nous voulons exactement? Est-ce que nous voulons l'intégration ou alors nous ne la voulons pas du tout? C'est quoi, il y a eu un chantage? Si nous la Guinée équatoriale nous aurait-elle dit on fait ça et puis on va à l'intégration, ou si on ne fait pas ça, tant qu'à faire, on ferme les frontières? Soit nous voulons parler d'intégration, soit tranquillement, chacun reste chez soi, se développe, sans avoir besoin de traiter rien avec ses voisins. Dans ce cas, on oublie ce projet qui date depuis pratiquement 50 ans aujourd'hui. Et donc, on l'a dit et redit, si on parle d'intégration, il est urgent, sinon il est obligatoire que chacun accepte, n'est-ce pas, d'ouvrir ses frontières à d'autres. On se plaint que nos échanges atteignent à peine 3% communautaires, lorsqu'ailleurs, ils sont à plus de 50%, alors que localement, nous avons de la peine. Or, c'est nous qui avons parlé de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. Elle est a fait à peine un an qu'elle est effective. Et nous sommes en train de nous poser la question, est-ce qu'il est bon que nous ouvrions nos frontières, que nous coopérions avec la Guinée équatoriale? Donc, je crois que s'il y a plus-value, c'est déjà le fait que nous ayons matérialisé au moins et l'intégration et la zone de libre-échange continentale. Elle est célébrée. Mais pourquoi donc hésiter encore à avoir peur d'ouvrir nos portes à d'autres? Acceptons qu'on peut perdre, peut-être partiellement, sur ce projet, mais que sur d'autres, on va gagner et on va gagner. Je vous ai parlé tantôt du projet de faire de Balam, qui est un gigantesque projet. Vous vous souvenez, entre 12 000 et 20 000 emplois, plus de 5 000 milliards de projets à investir, plus tout un terminal à construire au port de Kribi. Mais nous l'oublions et nous voulons toujours être un peu attachés, attaqués, je veux dire quoi, conserver uniquement, conserver nos avoirs, nos avantages. Non, le moment est venu de nous pencher résolument et rigoureusement sur notre capacité à accepter l'intégration ou pas. Est-ce qu'il faut donc, parce que la Guinée équatoriale est un peu, j'ai failli dire, j'ai utilisé le mot barbare, parce qu'on a vu des confrères, on a vu des compatriotes, certains rentrer sans rien emporter, parce que les Équatoriens ont tout confisqué. Est-ce qu'il faut donc agir de la sorte avec les autres, avec eux, parce que nous sommes maltraités chez eux? Je pense non. Agir ainsi, c'est comme si on fallait répondre à la violence par la violence. Or, si nous parlons d'intégration, acceptons que d'autres sont comme ils sont, mais que coopérer avec eux, ils ne vont pas changer du jour au lendemain. Forcément, il y en a qui vont toujours garder ces élans de refus, de rejet des autres, mais chemin faisant, je crois qu'il est possible d'espérer et que le moment venu, les Équatoriens seront en mesure d'accepter les Camerounais. Sauf si maintenant il y a un autre élément à relever, c'est le dynamisme économique au niveau du Cameroun. Il est très souvent relevé et preuve à l'appui que nous ne travaillons pas assez. Je veux dire, sur le plan local, il parle de management. C'est-à-dire que nos dirigeants, ça fait 40 ans qu'il y a un régime qui est en place
Et les Camerounais se retrouvent, on envoie pratiquement 6 millions de Camerounais à l'extérieur au niveau des diasporas. Certains pensent que c'est un avantage, mais on ne peut pas ne pas relever que ce régime a quand même quelques points sur lesquels il a failli, et ça fait que lorsqu'on évoque un pont économique entre nous et la Guinée équatoriale, cela fait un peu de gorge chaude. Hervé, puis Max. Mais écoutez, Lipita, en économie, la frilosité n'a jamais été un élément de production de valeur ajoutée. Lorsque vous êtes frileux, Max le sait, vous n'avancez pas. Vous ne mettez pas un génie pour booster, parce que par définition, la masse est inerte. Et en économie, ça s'applique là aussi, c'est une loi de la physique. Il faut des locomotives. Alors, je le dis pour dire qu'en fait, le comportement qui est limite de la Guinée équatoriale par rapport à nos ressortissants, c'est un problème de la Guinée équatoriale. C'est totalement inacceptable. Et la Guinée équatoriale devra se regarder dans le miroir pour savoir si elle est éligible à l'estime, à la confiance de son voisin. Et donc, nous ne devons pas les suivre dans cette voie-là. Et j'appuie la politique du président qui consiste à ne pas suivre cette voie. Deuxième chose, savez-vous que notre plus grand partenaire commercial n'est pas dans la CEMAC? C'est le Nigeria. C'est notre plus grand partenaire. Donc, on fait l'intégration avec un pays non membre de la CEMAC. Moi, on n'en fait pas avec le Nigeria, avec la Guinée équatoriale, parce qu'elle était dans une frilosité. Elle voulait cadenasser sa République. Elle n'en veut pas. Elle connaît les limites de cette posture-là. Parce que je vous dis que l'accord qu'on vient de signer est la démonstration que les richesses ne se trouvent pas là-bas. Pas uniquement là-bas, et qu'il y en a même plus chez nous que chez eux. Dernière chose que je voulais relever, bon, ça va faire polémique, mais je suis vacciné. Excusez-moi, quand vous prenez la population des Camerounais qui vont par exemple en Guinée équatoriale, c'est même pas la moyenne. Ce sont les gens qui ont des petits métiers et qui sont parfois maltraités, ils ne sont pas sous contrat et tout. J'ai un âge qui me permet de dire, j'ai jamais vu un banquier expulsé de la Guinée équatoriale. J'ai jamais vu un médecin, un docteur et tout et tout. Il y a des domaines dans lesquels ils ont besoin de notre coopération. Nous sommes des coopérants là-bas. Mais tout cela est un peu biaisé parce qu'en tant que voisins et que nous avons la même population, par exemple, entre Kéossi et eux, ils ont peur d'un changement démographique et qui ferait que les Camerounais seraient plus nombreux. Bon, c'est leur problème. Mais je crois que nous aussi, et là, je rejoins Aloïse, il faut que le Cameroun ait une politique de gestion de sa diaspora. Surtout la diaspora sur les pays voisins. La diaspora demande d'ailleurs un ministère. Oui, bon, ça c'est leur problème. Mais gestion de cette diaspora, moi je vous donne un exemple. Les Tchadiens, les Centrafricains sont mototaxis à Douala. Mais vous ne pouvez pas trouver un Camerounais qui puisse faire la même chose chez eux. Malgré la libre circulation des personnes et des biens. Et beaucoup de faits de violence, de criminalité, même de grande criminalité, sont souvent des gens de nos voisins qui entrent, il n'y a pas de contrôle d'identité, il n'y a pas... Bon, ça c'est un autre débat. Mais on ne peut pas vouloir une chose son contraire. Je suis d'accord avec Aloïse, la mondialisation est irréversible et l'intégration, c'est la voie du salut parce que la dimension du marché de l'Afrique centrale est tellement petite. Et moi, je rêve un jour où nous serons dans une union avec le Nigeria à l'intérieur. Max. Alors, monsieur Lipita, je suis très inquiet parce que Hervé Emmanuel Combes a tenu un langage dangereux. Un langage dangereux qui consiste à nous faire remarquer que les Camerounais qui travaillent, qui vont en Guinée ou bien qui travaillent en Guinée sont ceux qui font... Les petits métiers, la majorité. Très bien. C'est la vérité. Hervé, la question que je vais vous poser... Ça n'excuse pas les violences sur eux. Hein. C'est la vérité. Vous retirez dans vos propos? Ah non, je ne retire pas. C'est un constat. Je suis réaliste. Vos propos sont donc dangereux. Il y a aussi des banquiers qui ont été violentés, dépouillés. Oui, dépouillés. L'État garantit la sécurité des personnes de tous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Cameroun. Je suis d'accord. Donc, on ne peut pas aujourd'hui trouver comme porte d'excuse en disant que, bon, voilà, on doit mettre certains intérêts devant, comme c'est parce que quand vous dites... C'est pas ce que j'ai dit, attention, c'est quoi j'ai dit que nos compatriotes qui sont vulnérables sont souvent ceux qui sont dans les petits métiers, et que c'est facile pour les Guinéens équatoriales de les faire marcher, mais on doit les protéger. En ce moment, on doit les protéger. Ok, très bien. Au moins là, maintenant, vous
fermer une porte. Il faut les protéger. Mal compris. Non, vous ne l'avez pas dit. Il faut protéger, justement, il faut protéger tous les Camerounais. Ce que je voudrais également dire, c'est que, à mon ami d'en face, si vous estimez que... Je ne prône pas la violence par la violence, hein, ça je ne prône pas. Mais je dis tout simplement, il ne faudrait pas qu'à un moment donné, lorsque les Camerounais sont menacés en Guinée équatoriale, d'accord, qu'on se penche sur d'autres considérations pour dire justement, on peut laisser passer. Vous savez que ce n'est pas... je vous en prie. Vous savez que ce n'est pas... Vous savez que ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois fois. Vous comprenez? Vous savez très bien qu'il y a justement aussi le principe de la réciprocité. Vous comprenez un peu qu'il n'est pas souvent une mauvaise chose, Hervé. Lorsque la violence arrive toujours d'un côté, l'État camerounais se doit à un moment donné d'actionner certains leviers. L'État camerounais actionne, vous comprenez? Pas public. Vous savez très bien. Non, Hervé, vous savez, la diplomatie, on peut tenir un langage de manière officielle. C'est vrai, il faut montrer les muscles de temps en temps. Non. Mais je peux vous dire que le président utilise souvent les moyens de pression que vous ne voyez pas, qui sont invisibles. C'est pas Poutine de toute façon. Si c'était Poutine, nous aurions été contents. Non, ce que j'ai envie de dire... c'est un modèle. C'est un modèle de toute façon. Ce que j'ai envie de dire, c'est que de toutes les façons, le Cameroun a plusieurs leviers. Lorsque les Camerounais sont menacés en Guinée équatoriale, le Cameroun n'est pas obligé de procéder également par la violence. Mais nous savons tous que le Cameroun a des leviers, que si on actionne dès le lendemain, la Guinée équatoriale se range. Ça, nous le savons. Et nous disons tout simplement aux dirigeants camerounais, ne dormez plus, ne soyez pas insensibles à la douleur des Camerounais qui se trouvent en Guinée. Vous avez effectivement des leviers que si vous actionnez dès le lendemain, ou bien on va envoyer justement un émissaire ici au Cameroun. Ça, nous le savons. D'accord, un mot à chacun et puis on sort de ce thème puisque les 22h passées de 4 minutes. Alors, juste pour rappeler que avant 1995, la Guinée équatoriale dépendait totalement économiquement du Cameroun. Le Cameroun payait les salaires. Pourquoi tu ne veux pas dire ça, Loïs? Très bien. Des fonctionnaires équatoriens. 40 ans après. Maintenant, ils sont pétroliers. Et justement, 40 ans après, il se trouve qu'il y a toute une banque camerounaise, un champion national, qui a carrément été chassé de la Guinée équatoriale. La Freeland Bank. Donc, on ne peut pas... Et pourtant, c'est Afrique First Bank qui a pratiquement appris à ces gens-là faire de la banque. Exact. Donc vous comprenez parfaitement. Donc, vous comprenez nos inquiétudes? Je comprends parfaitement. C'est parfait. Je comprends parfaitement. C'est pour ça que je dis... Oui, je me dis... C'est pour ça que j'ai évoqué l'image de Franck à un moment donné. C'est vrai que ça a un peu fait sourire Hervé. Théodore n'est pas dans le vol. Sauf que, bon, voilà... Il est permanent. Donc, disons, cette façon de faire des Équato-Guinéens aujourd'hui fait que, quoi qu'ils fassent, ils seront toujours un peu mal vus. Il y a un doute qui va persister maintenant. À eux de nous prouver qu'ils sont devenus fréquentables. Le projet du mur, j'espère qu'il a été vraiment abandonné. Mais je suis de ceux-là qui pensent que si la Guinée j'ai failli dire, nous embête un peu entre guillemets, il faudrait quand même aussi à un moment donné gronder. Lui montrer qu'on est le leader sous-régional. On a quand même 49% de la population sous-régionale et donc nous sommes largement supérieurs. 40% de PIB malgré le pétrole qu'ils ont. Très bien. Et donc, je pense que jusque-là, le Cameroun est le numéro 1 de la sous-région et donc devrait quand même se baser sur cette posture pour imprimer sa marque tout en ouvrant ses portes pour être actif sur le plan sous-régional. Serge Alexis Lombat, en guise de mot de sortie sur ce thème. De toutes les façons, de la part des économistes, des journalistes économiques et des banquiers, ce que j'attendais, ce que les Camerounais attendaient, c'est une explication sur ce que cet accord va nous apporter. C'est ça. C'est ça qu'on attendait. C'est-à-dire que... Il va pas expliquer quelque chose dont il ne voit pas le contenu. Donc c'est justement... Il va pas expliquer quelque chose dont il ne voit pas le contenu. J'ai dit, quand il y a un accord, ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on va gagner. Oui, c'est ça les affaires, c'est ça bon le business, c'est ça la vie, c'est ça les plus-values. S'il n'y a pas tout ça, ça reste que du bavardage. Et le Cameroun signe des accords et des accords et des accords, et on ne voit pas. Il y a eu vous avez parlé tout à l'heure du non, même pas du pétrole. Oui. On a vu quand même le transit en 2022 qui était de 34 milliards, ce n'est pas rien. Oui. Et ça fait quoi? Mais ça participe au budget. À la SNH. Mais voilà, c'est de ça que je parle. Je dis,
quand il y a des choses, il faut qu'on sache désormais qu'on a eu une plus-value sur tel domaine. Voilà ce que ça a fait. C'est la communication gouvernementale. Tu as raison, docteur. C'est le problème. Oui. D'accord. Est-ce qu'on va continuer à regarder ça comme ça? Bon. Marx, vous terminez sur ce thème. Il est évident que de ces accords, sur le plan économique, le Cameroun aura forcément sa part de bénéfice d'exploitation. C'est une très bonne chose. Maintenant, de l'autre côté, il faut s'inquiéter. Je continue à m'inquiéter, Hervé, parce que le Cameroun a des ingénieurs en pétrole, en gaz, qui ont été formés par l'État du Cameroun. Et aujourd'hui, il faudrait justement qu'on pense justement à déployer ces jeunes. Parce que tant qu'on continue à porter pour se tourner vers l'extérieur, eh bien, j'ai envie de dire que même dans 40 ans plus tard, on risque justement de se retrouver à la même situation. On forme des gens pour qu'ils soient utiles pour leur pays. On ne forme pas des gens pour qu'ils prennent des parchemins, pour qu'ils amassent des connaissances, de savoir-faire, pour justement rester chez eux. Hervé Emmanuel, comme vous terminez sur ce thème. Je pense que ce débat est très important et c'est la responsabilité des compatriotes comme Aloïse Atamana de porter ce débat parce que l'économie doit être l'instrument d'ajustement des différents problèmes que nous avons et c'est ça que nous montre si nous nous enrichissons ou si nous nous appauvrissons. Et l'accord qui a été signé à Yaoundé est un élément qui nous convainc que nous avons de la richesse. Nous avons un pays qui a un sous-sol qui est suffisamment riche. Mais maintenant, il faut essayer de ramener le débat, les inquiétudes de nos compatriotes comme Marx ou le docteur Lombard pour dire que ça doit se faire dans la transparence et que ça doit toucher les couches les moins soupçonnables. Par exemple, cet accord, il y a un compartiment, on va construire un pont à Campo, et tout ça, ça va peut-être... prévenir les militaires équatoriaux de ne plus jeter les pêcheurs de Kribi dans l'eau. Bon, mais ce n'est pas un chemin facile. Mais moi, je suis optimiste et je pense que la gouvernance des intérêts du Cameroun est dans la bonne voie. Le président est nationaliste, ce n'est pas un va-t-en-guerre et parfois ses actions sont invisibles, mais elles ont toujours été faites dans l'intérêt du développement du Cameroun. Merci pour cette première partie. On va donc prendre une transition et revenir sur la deuxième question qui est davantage politique. On va donc parler de ces mobilisations davantage, d'essayer d'évaluer ou de sous-peser avec les arguments, pas les pourcentages, le poids des leaders politiques en question. On s'inspire, je l'ai dit tout à l'heure, du dernier appel à manifestation de Cabral Libi, le président national du PCRN, qui avait demandé à ses militants et autres Camerounais intéressés de se mobiliser et de venir manifester au niveau du stade Omnisport, à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé pour dénoncer donc ces dérives, si on peut le dire ainsi, ces manquements des structures qui distribuent de l'énergie électrique. D'abord, je voudrais prendre votre sentiment personnel en tant que militant. Avez-vous le sentiment que votre appel a reçu les résultats escomptés? Alors, je pense que l'honorable lui-même l'a si bien dit, c'était pas un appel du PCRN. Cabral Libi, l'honorable, c'est bien, c'est vrai, c'est le président du PCRN, mais c'est d'abord un élu honorable député à l'Assemblée nationale. Et c'est à ce titre. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu de mots? Non, je vais être très précis parce que lui-même il a dit, au moment où ils ont été arrêtés par les forces de l'ordre, il a fait un direct où il a dit carrément que c'était un appel. Ce n'est pas que les militants du PCRN qui n'ont pas de lumière chez eux. Ce n'est pas que les militants du PCRN qui n'ont pas d'eau. Donc c'est un message à tous les Camerounais. Je suis convaincu que les gens qui sont aisés comme les Hervé Emmanuel, ils ont des fourrages. Ils ont des groupes électrogènes. Je vous mets à défi. Si nous sortons d'ici aujourd'hui, on va directement chez lui. Vous allez trouver un forage. Ça m'a cramé deux groupes électrogènes. Tu vas être surpris. Voilà. Donc vous voyez, deux groupes électrogènes de 150 kVA. Vous imaginez ce que ça fait? 20 kVA et ils remboursent rien. Mais voilà. Donc du coup, le président Cabral est sorti, c'était très clair, pour une cause nationale. Ce n'est pas pour une cause du PCRN.
il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et il a dit clairement, c'était disponible tous ceux qui voulaient marcher pour dénoncer les coupures intempestives d'électricité. Et voilà. Alors, mais sur les résultats? Alors, sur les résultats, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait 1 millier de personnes pour que... C'est ce que vous pensez, ce que vous attendiez? Non, je ne pense pas. Lui, c'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était déjà de dénoncer, de dire officiellement. Mais vous savez, il n'a même pas pu sortir du QG. Il n'a même pas pu sortir du QG. Donc, on est un peu habitué à cela. Vous savez, le RDPC, je me souviens à l'époque, Kawala sortait avec 3 personnes. Vous avez les chats et les, je sais pas moi, des Babi Wata, tout ça qui sortait. Ils ont tellement peur, je ne sais même pas de quoi. C'est le RDPC qui a peur. Mais c'est mais laissez les gens marcher alors. Donc tu vas être surpris par mon point de vue. Non, laisse-moi m'exprimer aussi. Tu verras qu'on n'a pas peur. Ce que je dis, c'est que les gens qui étaient préparés à marcher n'ont même pas pu sortir. Tellement l'artillerie, il y avait 500 policiers. Laisse ça. Attendez, il faut arrêter ça. Laisse ça. Donc vous venez dire sur un plateau, mais dites à vos sbires de rester chez eux. Je peux remettre les choses en place. Non, dites à vos sbires de laisser les gens marcher. Docteur, monsieur le maire. Parce que, oui, non. Vous savez ce que c'est que 4 députés? Oui. C'est des milliers de personnes. Monsieur le maire. Mais vous empêchez les gens de marcher. Monsieur le maire. Et je rappelle pour terminer, hein. Je rappelle pour terminer que le RDPC doit montrer par tous les moyens que les autres partis n'existent pas. Oh là là. Oh là là. Et c'est ça. Parce que lorsque le RDPC veut mobiliser, on voit la police plutôt qui encadre. Pourquoi ne pas encadrer la marche du député Hervé Emmanuel. Docteur, il y a des sujets sur lesquels je crois qu'il faut éviter des combats idéologiques inutiles. Moi, je vais vous raconter l'histoire de la démarche de l'honorable Cabral Libye. D'abord, précisons, l'eau et l'électricité sont-ils des biens d'intérêt général? Et ça, j'espère qu'Atangana va me donner son point de vue. Aloïse, pour ma part, je pense que l'eau et l'électricité sont indispensables et que ce sont des produits qui doivent être gérés de façon démocratique et relevés du service public. Parce que les dysfonctionnements dans la distribution de ces 2 produits entraînent non seulement l'inégalité, de l'injustice vis-à-vis des citoyens. Avant d'arriver dans cette excellente émission, tout à l'heure, il y a eu une coupure d'électricité dans mon quartier à la Cité Sec. Et comme on m'a déjà cramé 2 groupes électrogènes, j'ai failli être en retard. Mais lorsqu'ils ont décidé de le faire, je n'ai pas mis le drapeau sur ma maison en disant ici résident des membres du comité central du RDPC. J'ai subi les mêmes conséquences que tous les citoyens. Je le dis pour dire quoi? C'est-à-dire que, Cabral est un grand entrepreneur politique. Et c'est ça qui pose problème peut-être. Parce que je vais vous raconter l'histoire de la démarche de Cabral. Lorsque Cabral a lancé cet appel à la démarche, j'ai répondu sur un média que je peux citer parce que ici, on n'a pas peur de la concurrence, sur Capital FM, en disant que je partageais, n'est-ce pas, la dénonciation de Cabral. Mais il y a un problème. La première partie de ce défilé, il avait programmé pour le jour des élections sénatoriales. Et je lui ai dit que même s'il n'y avait que 2 électeurs, c'est un trouble à l'ordre public, c'est un jour d'élection. Et que si dimanche, les chrétiens ne travaillent pas et c'est férié pour tout le monde, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez d'électeurs qui mobilisent qu'il faut faire. La deuxième, il a remis ça, l'autre, ça c'est un côté qu'on peut débattre sur les libertés d'association. Je pense que là aussi, il y a un peu de frilosité de l'administration qui n'est pas un organe de base du RDPC. Et il faut leur expliquer ça. Non, mais je le fais. Et je ne vous suis pas maintenant. Je vais donc vous dire une chose. Il y a un débat citoyen qui doit avoir lieu sur la mise à disponibilité de l'énergie. Surtout l'eau et l'électricité. Vous comprenez? On ne peut pas se fermer les yeux, cacher. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et on avait une société nationale qui était parmi les 30 premières dans le monde. Et la mise en concession de cette société, on ne sait plus où on en est. Et tous les jours, on a fait des investissements énormes tels que l'Ompankar pour augmenter le flux de la Sanaga. On a construit Mekim, on a construit Natural, Lacto. Mais ici, on a un problème. Donc, Cabral Libye, en tant que parlementaire, pose un problème
qui est dans l'intérêt de tous les Camerounais. Maintenant, et Marx va sauter, vos cuisines de compétition, parce que les officines se font les coques en jambes, c'est pas parce qu'on n'a pas vu d'autres venir l'empêcher de faire le défilé, comme ça veut dire que c'est le RDPC. Non, le RDPC n'a pas ce problème. Nous voulons que les Camerounais vivent bien et que dans certains domaines, qu'on surpasse. Donc, s'il vous plaît, arrêtez le débat idéologique sur cette question. Revenons, bon, ça, moi j'ai dit que c'est une bonne question et que on pouvait, je lui avais même suggéré qu'on pouvait procéder par, je ne sais pas, un document qui serait signé même par les réseaux, comme vous aimez les réseaux, et qu'il aurait eu la surprise d'avoir ma signature à moi. Parce que quand je n'ai pas l'électricité, on ne me demande pas ma carte du RDPC. Merci, Yves. Alors, Marc, sur la question. Bon, j'ai failli dire que vous qui êtes un habitué des mobilisations, il ne fait que ça. Des marches. Bon, quand je dis vous, c'est peut-être pas personnel, mais le parti que vous qui avez une expérience quand même en termes de mobilisation, de marche, et qui c'est peut-être aussi. Aussi. C'est pas ce que je dis, de subir les répressions. Que vous inspire cet appel de Cabral Libye et au regard quand même de ce qu'on a pu voir, les résultats escomptés? Bien, tout d'abord, le problème de l'eau, le problème de l'électricité, c'est un problème d'ordre général. Exact. Qui devrait interpeller tout Camerounais doté de bon sens. Personne ne peut contester justement cela. Je suis tout à fait d'accord qu'à un moment donné, des problèmes d'ordre général, comme l'électricité et l'eau, doivent être posés sur la table, parce que c'est essentiel pour les Camerounais. Alors, maintenant, je n'ai rien contre que je ne peux pas dissocier Cabral, des députés du PCRN. C'est quasiment impossible pour moi de le faire. Le faire serait une sorte de roublardise politique. Ça sera une fuite en avant. Je vais vous le dire pourquoi. En réalité, il est député à l'Assemblée nationale. Le PCRN a des députés. Ce problème qui concerne tous les Camerounais, y compris les députés, tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale, je crois que si ce problème était posé au niveau du Parlement, il fallait justement être, je vous en prie, il fallait être de mauvaise foi pour ne pas justement accorder une attention particulière à cette revendication. Mais lorsque vous ne portez pas le problème au niveau de l'Assemblée, vous me direz, par exemple, que est-ce que les députés des autres partis, le RDPC est majoritaire, est-ce qu'ils auraient adhéré? Malheureusement, je vais vous dire tout simplement, je ne peux pas tirer des conclusions tant que vous n'avez pas essayé. Ce problème devrait d'abord être porté au Parlement. Pour la simple raison que ça touchait tous les Camerounais. Alors que vous ayez même un groupe électrogène chez vous, il n'en demeure pas moins que ça crée également d'autres poches de dépenses en carburant. Vous courez le risque qu'à un moment donné, s'il n'y a même pas de carburant, comme il y a eu une période, c'était un peu compliqué, vous dormirez également dans le noir. Donc c'est un problème d'intérêt général qui, pour moi, devrait d'abord être porté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je vais pas être d'accord pour ceux qui pensent, un temps soit peu, que ce problème porté au niveau de l'Assemblée nationale, les députés RDPC ne seraient pas intéressés à cela. Je vais refuser ce genre d'analyse. Pour moi, c'est une fuite en avant. Maintenant, quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt? Vous m'avez dit tantôt que on devrait, il y avait la marche devait avoir lieu où? Mais vous êtes des habitués. Non, écoutez. Les itinéraires. L'itinéraire, non. Au stade. Au stade, d'accord? Au stade de Yaoundé. Mais moi, j'ai vu des images où des gens étaient bien vêtus et se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Je me suis posé la question, les photos qu'on va prendre à l'Assemblée nationale un dimanche, est-ce qu'on est allé à l'Assemblée nationale pour poser ce problème là-bas un dimanche? Je ne pense pas. Je vais tout simplement dire quoi en réalité? Je vais tout simplement dire qu'il faut qu'à un moment donné, on essaye d'être mature. Je pense effectivement, bon, de toute façon Cabral c'est un petit frère à moi, et je pense qu'à un moment donné, il a dans son parti justement des aînés. Et des gens comme le docteur,
d'une certaine maturité, justement, qui, à un moment donné, doivent éviter, justement, qu'on mène un parti à du sensationnel. Vous n'évitez pas la base le problème dans le sensationnel. Monsieur Hervé. Non, tu fais un procès qui n'est pas sérieux. Je ne fais pas un procès. S'il te plaît, je ne suis pas PCRL, je suis RDPC. C'est un problème d'intérêt général, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsqu'on casse nos ambassades, c'est un problème d'intérêt général. Vous voulez en faire un débat? Rassurez-vous, on va y arriver. Quand tu veux. Rassurez-vous, on va y arriver. Ouais. J'ai dit au départ, Hervé, je sais pas pourquoi tu as une technique de vouloir me faire perdre le fil de mes idées. J'ai dit que c'était un problème d'intérêt général qui intéressait tous les Camerounais. Et comme tel, toi tu as même évoqué en disant on aurait pu faire une pétition, d'accord, que les uns et les autres auraient signé. Moi-même j'aurais signé. Vous comprenez? Une telle démarche, on n'est pas là pour savoir si c'est tel parti, ça concerne tous les Camerounais. Il aurait même été souhaitable. C'est ce qu'il a dit? Je vous en prie. Non. C'est ce qu'il a dit. Je vais arriver. Il aurait même été souhaitable. Pourquoi pas, d'associer justement d'autres couches sociales, d'autres sensibilités, ce n'aurait pas été une mauvaise chose. Mais lorsque vous décidez de fonctionner dans l'individualisme, c'est-à-dire que vous prenez sur vous de vous mettre au devant, et là, je vais prendre lui-même ces mots, parce que lorsque le MRC avait organisé, c'est sur votre plateau, M. Dipita, c'est vous qui l'interrogez. J'ai pris la peine de regarder la vidéo. Il était confortablement installé. Et il disait justement que, critiquant le MRC de faire justement des marches hasardeuses, critiquant justement le MRC peut-être en disant que le leader voulait jouer l'intéressant, et je vous en prie. Ne tombez pas dans... Non, attendez. Je ne suis pas en train de tomber. Je rappelle, je prends M. Tipita à témoin. C'est Tipita qui est l'intervenant. Il fait plaisir au RDPC. Non, pas du tout. Parce que nous, on s'intéresse à votre bagarre. Écoutez, oui. Non, quand vous dites ça... Vous savez que c'est la solution. Docteur, c'est une fuite. Moi, j'ai dit clairement, docteur, je ne m'attaque jamais à un parti de l'opposition. Merci. Je l'ai dit clairement et je l'assume. Docteur, malheureusement... Non, ce qu'il fait, je ne m'attaque pas. Bien pour le RDPC. Non. Mais nous, on observe. Docteur, écoutez-moi. Parce que... Soufflez un peu de m'écouter, docteur. Regardez comment nous sommes assis sur ce plateau. Pourquoi il nous met ici? On n'est pas... Non, j'aurais pu être assis là-bas si j'étais réuni tôt. Je ne pense pas. Je vois souvent ce plateau. Je vois comment ça se passe. Il faut demander à l'hôpital. Et je dis... Vous ne savez pas qu'il y avait une zone RDPC? Non, c'est pas RDPC, je veux dire qu'il y a des ailes. Il y a des ailes. Bon, non. Je vous en prie, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je vous en prie, laissez-moi terminer. Docteur, je ne m'attaque pas à un parti. Je voudrais tout simplement qu'à un moment donné, on assume nos déclarations. Parce que vous voyez, quand vous dites qu'en faisant ça, en faisant de telles analyses, je favorise le RDPC, j'ai envie de vous poser la question. Lorsqu'il faut favoriser, vous contenter. Bon, soit. Et lorsque je vous en prie, je vous en prie. Laissez Max poursuivre, s'il vous plaît. L'opposition s'entretue, oui. Allez-y. Vous pouvez me laisser parler. Allez-y. Bon, parce que lorsqu'il était assis dans son fauteuil et il faisait de telles analyses, il n'a pas mesuré justement qu'il était en train de contenter le RDPC. Ça, je ne veux pas faire cela. Je veux être froid dans mon analyse. Vous faites la même chose. Non, je dis tout simplement, lorsque on décide de faire certaines déclarations, et à un moment donné, on croit justement que ces déclarations vont en notre faveur, il faut bien vous souvenir au moment venu de la théorie du précédent. Et que moi, je veux plutôt que de cette marche, qu'on tire des leçons. On y arrive. Non, je vous en prie. On va voir le son tout à l'heure. C'est ça. De toute façon, je dis, je veux tout simplement que de cette marche, on tire des leçons. D'accord. Parce que sur votre plateau, il avait promis que le jour où il organiserait les marches là-dedans, dans ce pays, on va le voir. Donc, le docteur qui veut dissocier Cabral, président du PCN et député, non, il sait... Non, écoutez, il ne le dit pas étant sincère. Je vous en prie. Il ne le dit pas étant sincère. Il ne le dit pas étant sincère. C'est comme quelqu'un qui échoue au baccalauréat, mais il vient te dire, j'ai échoué, j'ai quand même eu 10 suivants en mathématiques, mais il se trouve que ceux avec qui il a composé se trouvent à l'université. D'accord. Aloïs, justement sur les résultats escomptés, je veux dire, est-ce que l'enjeu, ou alors Cabral qui voulait parler très haut sur les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, sensibiliser autour, ou alors interpeller le gouvernement sur meilleure gestion
de la distribution de l'énergie. Avez-vous le sentiment que ce message est quand même passé, indépendamment de tout ce qu'on a pu entendre? Alors, avant d'arriver au message, s'il a porté ou pas, il faut quand même rappeler qu'avant les années 2000, le mot de l'estage était pratiquement inconnu des Camerounais. Exact. Et si bien qu'en 2004, alors en campagne à Mona Télé, le président Paul Biya va être victime d'un délestage. C'est pendant qu'il est en plein discours, il voit justement des délestage et il dira, vous comprenez que je ne suis pas à l'abri des délestages. Alors, du temps est passé. En 2006, on a tout le point d'achèvement puisqu'on nous avait dit que c'était par manque de financement qu'on avait cessé d'investir dans des infrastructures énergétiques. Et de 2010 à 2021, nous a appris le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Ilunde Somba, on a dépensé pratiquement 3500 milliards de francs CFA pour des infrastructures, tantôt des barrages, le management. Alors donc on aurait dû, dès l'instant-là, commencer à applaudir, sauter de joie, se disant c'est fini désormais les délestages. Sauf que depuis au moins 2 ans, 3 ans, on vit au quotidien le retour malheureux des délestages. Alors justement la question, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à pointer du doigt la Sonatrel. C'est donc là on a su qu'en fait il y a un autre segment, que ce n'est pas forcément Eneo qui est mis à l'index, qu'il y a d'autres entités, à l'instar du transport, qui peut être également l'origine des délestages. On a fait des travaux dessus qui ont prouvé qu'il y avait des feux de brousse dans des localités qui très souvent brûlent les poteaux, ce qui a fait que l'entreprise comme Eneo se sent obligée aujourd'hui d'aller vers des poteaux en béton, question de rendre un peu plus durable le transport d'énergie ou l'alimentation. Maintenant, ça, on peut bien nous parler des poteaux en béton, mais ce que les Camerounais veulent, c'est l'énergie tous les jours, parce qu'ils ont quand même dépensé 3500 milliards de leurs francs. Mais ce n'est pas les poteaux en béton qui transportent l'énergie. Non, en fait. Voilà, des barrages. Ça, c'était pour les barrages. Voilà, pour les barrages. Mais curieusement, on n'a toujours pas d'énergie. Et donc, vu ainsi, la sortie de Cabral Libye avait donc son pesant d'or. Comment comprendre la différence qu'il y a entre les investissements qu'on a faits, que les Camerounais ont dépensés, et l'absence criarde de l'énergie. Où est le courant? Et donc, à ce niveau, la question aurait dû intéresser monsieur tout le monde en vérité. Mais sauf que on est quand même surpris de voir que il y a eu très peu de personnes qui ont répondu à l'appel du président Cabral Libye. La question, c'est pourquoi. Je pense que la question pourquoi peut quand même trouver sa réponse sur le passé de notre parti politique, à savoir le MRC, qui nous a quand même habitués aux sorties qu'on a qualifiées de non autorisées. Et je me dis, les gens ont peut-être eu peur, n'est-ce pas, de se faire happer par les forces de police, si bien qu'ils ont jugé nécessaire de ne pas répondre à l'appel de Cabral Libye. Maintenant, cela met sur la table la capacité de Cabral Libye à haranguer les foules. On sait que lorsqu'il s'agit de notre parti, à l'instar soit de Paul Biya qui sort, il attire les foules. Quand c'est encore Maurice Kamto, forcément, ça attire les foules. Peut-être que ça avait été l'un d'eux. Bon, là n'est pas le sujet. Maintenant, c'est c'est la phase du sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Ce que nous voulons... Si c'est pour haranguer les foules, écoutez... Allez, ce que nous voulons... Je ne pense pas qu'il y ait débat dessus. Je ne sais pas, en fait. Attendez, ce qu'on a vu, vous avez vu la présidentielle. Ce qu'on a vu, sauf que là, le sujet intéresse tout le monde. Il a harangué, tout le monde a harangué. Très peu de personnes se sont senties engagées. En tout cas, les principaux opposants de Paul Biya, ils ont quand même fait foule. Docteur, pardon. Disposés à aller à l'appel de Cabral Libye. Peut-être qu'il faudrait amener le sujet au niveau de l'Assemblée pour que une solution soit trouvée. Bon, moi j'espère que je ne vais pas vous surprendre, aussi mon indépendance. Je pense que Cabral Libye a été pertinent, et c'est ce qu'on attend d'un élu, de poser une question d'intérêt général sur la table. Vous comprenez? Et j'aurais souhaité que ce soit un élu RDPC qui pose cette question qui est sur la table. Parce que voyez-vous, nous avons besoin de débats sur certains domaines qui impactent sur notre avenir.
Nous avons connu une situation économique et financière qui fait qu'on nous a poussé vers la mise en concession des secteurs d'activité essentiels pour notre développement. Nous ne les maîtrisons plus. Je vais vous rappeler sur Enelcam qui s'est appelé après, il change de nom tous les week-ends, selon les humeurs des fonctionnaires qui vont négocier. Mais la SONEL était parmi les 20 premières sociétés électriciens globaux du monde. Que veut dire un électricien global? C'est celui qui exerce tous les métiers de l'électricité. Un peu comme EDF, un peu comme Hydro-Québec, un peu comme certains autres. Même les grands pays n'ont pas d'électriciens, d'énergéticiens qui exercent le métier global. C'est-à-dire que la SONEL transportait, produisait, et il y avait les barrages, et nous apportait à disposition. Bon. Voilà des idées, on nous a sorti que la solution maintenant, ce serait qu'on crée quelqu'un qui va transporter. Est-ce qu'il a suffisamment de compétences? Est-ce qu'il a récupéré les compétences à la SONEL et à Eneo pour faire ce travail? Et Eneo lui-même est géré que par un fonds de pension. Et je crois qu'un journaliste économique devait nous imposer des thèmes pour que ça soit transparent. Ça veut donc dire que nous avons, sur ce point, un peu raté aussi les choix que nous avons faits en coupant en salami. Vous rejoignez un peu Max sur la question du management. Oui. Non, mais Max et moi, on n'a pas beaucoup de différences. Bon, maintenant, revenons dans l'actualité que M. Lipita nous impose. Moi, je suis de ceux, Aloïse, qui pensent que ce n'est pas parce qu'on parle seul qu'on n'impacte pas l'opinion. Si on parle seul pour dire des choses pertinentes, on n'a pas besoin de foule. Nous sommes prisonniers maintenant du buzz, ou des foules qui parfois suivent sans savoir même de quoi il s'agit. Ici, il est question de dire quelque chose qui nous concerne tous. Et le fait qu'on en parle ce soir, ça veut dire que Cabral a posé une question pertinente. Vous comprenez? Moi, je suis juste avec tout le monde. D'accord. Et j'invite mes chers camarades du RDPC à regarder avec beaucoup d'attention sur les questions sociales, les questions qui touchent le pouvoir d'achat, la santé et tout, et de ne pas laisser cet espace occupé par d'autres. Maintenant, je dis, il faut faire extrêmement attention, docteur Lombard, tu ne nous as pas habitués à avoir des positions d'intolérance. Il ne faut pas penser que les erreurs de choix, même du gouvernement, soient forcément mis au passif du RDPC. Il ne faut pas penser qu'un sous-préfet n'est pas un organe de base du RDPC. Nous allons fêter nos 38 ans vendredi, et vous ne verrez pas un sous-préfet en train de parler à ma place, par exemple, à Douala, 5e où j'irai. Donc, il faut distinguer que, bon, l'administration est encore fileuse, et pour des raisons que je vous ai dit que la première phase de cette marche, malheureusement, Cabral l'avait mis. Pour un parlementaire, c'était curieux, le jour des élections sénatoriales. Et un de ses supporters a essayé de me convaincre qu'il a une voiture, de fonction, évidemment, et qui pouvait aller à Boumiébel et revenir à 200 km/h, ce qui est déjà une violation de l'ordre public dans les transports. Donc, je pense que pour revenir à la sérénité, là, ça nous donne l'occasion de nous dire quand même, il y a des questions sur lesquelles nous ne devions pas être divisés et pesés pour que les choses évoluent. Au-delà de cette question, ou du moins avec cette question, est-ce qu'on ne pose pas également le problème de la bataille du leadership au sein de l'opposition camerounaise? Je dis, est-ce que ce n'est pas le plus grand rassembleur, le plus beau parleur, le plus beau mobilisateur, celui qui sera de tu à toi avec la police, qui sait peut-être qui après fera face à la justice camerounaise? Est-ce que là également, il n'y a pas un débat qu'il faut mener réellement dans cette perception de bataille au sein de je suis le premier opposant, je suis l'unique opposant qu'on essaie de percevoir, et je vais circonscrire, notamment entre le MRC, le PCN, le SDF, par exemple. Max Wabo. Vous me posez la question à moi? Exact. Ah oui. Je commence par vous, la question est posée à tout le monde, mais je commence par vous. Alors, écoutez, au sein du MRC, si vous suivez souvent les sorties du professeur Maurice Kamto, il n'en fait pas beaucoup. Je vous en prie. Bien évidemment, ce n'est pas un clown, ce n'est pas un comédien qui sort parce qu'il faut sortir. C'est quand même quelqu'un de respectable et de respecté. Et ça, vous le savez très bien. Tout à fait. Donc, il n'est pas là pour animer la galerie. Eh bien, en ce qui concerne le leadership au sein de l'opposition, j'ai envie de dire que je ne me retrouve pas là-dedans. Le MRC ne se retrouve pas là-dedans.
Parce que le professeur Maurice Kamto, vous savez, il n'entre pas dans des débats qui ne servent à rien, qui ne peuvent pas construire le Cameroun. C'est pourquoi il a toujours dit, le changement peut venir de n'importe quel côté. Je ne suis pas né avec écrit sur mon front président. Ce qui est important pour le professeur Maurice Kamto, ce sont ses idées. Si à la fin, ces idées peuvent triompher, eh bien, il sera heureux. Donc, n'importe qui peut porter le changement. Vous comprenez? N'importe qui. Ça peut venir de PCN, ça peut venir de n'importe quel parti d'opposition. Si on est convaincu que voici la bonne direction, on va s'aligner. Le professeur Maurice Kamto lui-même sera le premier à s'aligner. Il ne pose jamais un problème de leadership. C'est pourquoi vous allez voir que chaque fois qu'un parti d'opposition a invité le MRC ou bien a eu besoin du professeur Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto a toujours répondu présent. Et il ne faut pas perdre de vue que lui, il a une vision. Il a à l'état actuel des choses, avec le même code électoral, d'aller individuellement contre le RDPC. C'est suicidaire. Hervé Aloïs et puis Max. Hervé d'abord. Moi, je ne suis pas concerné par cette partie du débat parce que... Vous êtes
Vous êtes confortable avec vos 70 sénateurs, plus de 160 députés de l'autre côté. Je vais vous dire, franchement, pour avoir été premier vice-président de cette campagne ici dans le Bourg, chez moi, nous sommes fiers du résultat. D'abord parce que ce résultat est l'aboutissement d'un travail, de la justesse, de la vision d'un homme et d'un mouvement pour le Cameroun. Est-ce qu'on peut aller à une allure un peu plus accélérée? Oui, je pense que oui. Est-ce que... mais le peuple souverain a choisi. Donc moi, je ne vais pas entrer dans le débat. Le peuple a choisi quoi? Le peuple souverain a choisi de confier le management de ses affaires publiques au RDPC. Vous ne pouvez pas le contester. Donc, moi, je pense que la taille et le périmètre, la dimension du RDPC ne peut pas être considérée comme une maladie honteuse. C'est par le travail, l'implantation que nous sommes arrivés à ce résultat. Et je voudrais rendre hommage à nos conseillers municipaux, à nos conseillers régionaux qui ne se sont pas laissés distraire dans certaines régions pour refaire les mêmes erreurs qu'avant. Maintenant, le débat qui est à l'intérieur de qui est premier opposant ou dernier opposant, c'est leur affaire. Mais moi, je pense que vous ne pouvez pas concourir au poste de premier opposant quand vous refusez d'aller même aux élections. Vous comprenez? Parce que dans une démocratie, et surtout parlementaire, c'est au nombre d'élus et à votre participation au concours, à la compétition électorale, qu'on dira qui est arrivé le premier ou le dernier. C'est leur débat. Aujourd'hui, je suis seulement heureux de voir qu'ils peuvent se parler, mais ils refusent de se parler. Donc, je vis un très beau moment de télévision ce soir. Allez vous parler, faites ce que vous voulez. Et quand vous aurez fini, vous reviendrez. Vous allez trouver un RDPC plus fort encore, qui s'adapte tout le temps. Et je vous ai fait la démonstration que nous n'avons pas réponse à tout, que nous pouvons nous engager et que l'intérêt général, nous pouvons construire cela ensemble. Ce que nous n'acceptons pas, et là je vais en parler... Très bien ironisé. Non. Docteur, ce que nous n'acceptons pas, et députés n'aiment pas souvent certains niveaux de débat quand ça touche des choses sensibles, telles que par exemple le tribalisme. D'accord? Oui. Derrière ce qui se passe entre vous, il y a des discours d'un niveau de tribalisme qui sont inacceptables, et je crois qu'il va falloir légiférer d'une façon renforcée pour commencer là. Quand je vois ce qu'on a voulu imposer, ou ce qu'on a imposé à mon ami Ben Deka et tout ça, c'est cette duplicité dans le langage et le comportement dans l'espace public que nous n'acceptons. C'est le débat. Non. D'accord. Donc ça ne me concerne pas leur compétition. C'est un défilé de mode, ce sont des mannequins. Et moi, c'est leur affaire. Aloïs, vous percevez également cette sensation de bataille-là à travers ces positionnements, ces appels? Alors, il y a une chose, c'est que si Cabral avait réussi à avoir derrière lui 11 millions de personnes, je crois que dès l'instant là, on aurait compris qu'il y a un nouveau leader dans l'opposition. Haranguer les foules n'est pas à négliger, parce qu'on n'harangue pas les foules qui veut. Ce qui peut, il faut avoir une certaine épaisseur politique pour être en mesure d'attirer les gens vers soi. Et donc, il n'a pas réussi à avoir 5 millions de personnes ou 11 millions de personnes, ce qui veut dire que sa popularité n'est pas aussi réconfortée que ça, même s'il traitait d'un sujet commun qui nous concerne tous, n'empêche qu'à la fin on comprend qu'en termes de rassemblement, il y a encore du travail à faire et que aussi les Camerounais ont encore je peux dire, un regard un peu méfiant de certains partis de l'opposition. Dans un univers où on parle des partis d'opposition de la majorité présidentielle. Vous comprenez un peu ce mélange un peu barbare là où les opposants, il y a des opposants qui plutôt aident le pouvoir à le conserver au lieu de chercher à l'acquérir. Donc, vu ainsi, il faut dire que si on veut faire face à la machine du RDPC, peut-être qu'il faut vous parler. Parce qu'en face, les images qui commencent à défiler font peur en vérité, doivent faire peur à l'opposition. Parce qu'en termes de moyens financiers, le RDPC en a. En termes d'implantation sur le plan national, le RDPC est bien présent. Quelle est la stratégie que le SDF a utilisée en 1992 pour réussir à faire peur au RDPC, même s'il y a même eu des rumeurs
C'était pas le SDF. C'était pas le SDF. Faites attention. Laissez-le poursuivre. Je peux faire le... Non, laissez-le terminer au moins. Laissez-le terminer. Allez-y, Aloïs. C'était l'Union pour le changement. Allez-y, Aloïs, allez-y. Très bien. Et donc, si vous ne vous parlez pas, si vous ne faites pas un, je suis sûr qu'il est possible que d'ici 2000 à 2025, si jamais le père rentre au village ou s'il est positionné, si vous ne faites pas attention, il est là. Si vous ne faites pas attention, l'opposition peut une fois de plus rater le cours de l'histoire. Max. Je voudrais tout simplement rappeler que c'était pas le SDF, c'était l'Union pour le changement, qui regroupait un ensemble d'acteurs politiques et de la société civile. Je voudrais dire tout simplement que je suis peiné parce que Hervé joue effectivement un rôle, j'aurais pu dire, trouble. Mon père appelait généralement ça des pêcheurs en eau trouble. Je vais dire ceci, Hervé. Tu ne peux pas en vouloir. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est quelqu'un qui dit « Je souhaite que vous vous unissiez », mais au fond, toi, tu ne souhaites pas. Tu souhaites plutôt qu'on se divise. Tu n'as aucun intérêt. Tu n'as aucun intérêt à ce que nous soyons unis. Oui. Ce que j'ai envie de dire. À cause de son intérêt, même le compte. Bien sûr, c'est pourquoi je dis que son cours de pédagogie et ses enseignements de pasteur au bon cœur qui vient prodiguer sur ce plateau ne puissent pas. Ça ne peut pas m'ébranler. Je suis content, docteur. Je suis content parce que j'appartiens à une école qui est dite école des gens qui ne sont pas extrémistes. J'appartiens à une école des gens qui pensent que on peut débattre en mettant la haine de côté. Ça, c'est mon école à moi. Donc, vous retrouvez sur un tel plateau, vous également du PCRN, et qui tenez justement ce discours, j'ai envie de vous dire que allez-y de l'avant, profitez... Mettez-vous ensemble. Non, mais il y a chacun dans sa chapelle. Bébé qui est dans la même temps. Non, je voudrais dire quoi Max. Docteur, quand vous retournez dans votre chapelle politique, je peux également faire pareil. Il faut justement que nous éduquons justement nos militants. Écoutez, je donne un exemple simple. Créer un nouveau parti. Dans le Mungo, je donne un exemple simple. Dans le Mungo, au sénatorial, le PCRN avait 0 voix. Zéro électeur. J'ai dit nous avons 0 voix au préalable. Oui. Nous en avons eu 45. Ah non, 0 électeur. Alors, Et je peux, vous avez 45 voix. je peux donner les noms. Permettez-moi. 45. Je les connais. Non, c'est faux. Oui. Mais je dis que... Non, même pas. Même pas, parce qu'ils sont tous rentrés au LDPC. Vous vous trompez. Non. J'ai été en mission à Bombari, ils sont pas tous là. Non. Je peux vous dire, parce que je faisais partie de ceux qui ont mené les négociations. C'est l'opposition qui nous a voté, monsieur. Donc on se parle à l'opposition. Ah, très bien. On se parle. Ouais. D'accord, il faut seulement que les gens apprennent à rendre l'ascenseur. Il faut apprendre à rendre l'ascenseur. Alors, vous avez fini. Non, j'ai pas fini. Il a coupé, j'ai préféré. Non, je ne suis pas gêné que vous ayez pris le temps de parole pour dire des choses positives. Ce que j'ai envie de dire, tout simplement, effectivement, c'est que il faudrait justement que dans des partis d'opposition, qu'on apprenne à être sincère. Alors, quand je dis qu'on apprenne à être sincère, ça veut dire que si on décide justement de se mettre ensemble pour défendre une cause commune, autant pour moi, il faut justement qu'il y ait de la sincérité là-dedans. Et il ne faudrait pas justement que des gens viennent chercher des positionnements, viennent tenir le langage. Souvent, la limite de cette sincérité se situe lorsqu'on parle d'élection présidentielle. C'est justement là. Oui, mais justement, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait que les gens soient sincères. Il ne faudrait pas qu'on tienne le langage de la duplicité. C'est-à-dire qu'il faut justement qu'on identifie bien, qu'on sache justement qui est notre adversaire. Parce qu'il arrive de moments que dans des débats, des gens se trompent même parfois d'adversaires. Et on trouve justement des partis d'opposition qui se lancent des flèches. Et quand on fait ce genre de jeu, bien évidemment, ça va arranger mon ami Hervé Kom. Absolument. Bon. Hervé. Bon, moi, je voulais... ça, c'est pour détruire. Vous ne pouvez pas construire une organisation en fondant cela sur un déni de réalité. Sur l'hypocrisie. Ah bon? Moi, je vais vous dire, vous refusez d'aborder les vrais débats. Il est choqué, hein? Non. Moi, il est surpris. Docteur, on l'a pris de court. Docteur, moi, je suis dans une entreprise... Et bien l'opposition parle. Docteur, il faut le savoir. Je suis dans une entreprise politique qui marche bien, qui s'appelle le RDPC. Tu utilises les moyens de l'État. Je n'ai pas perdu mes yeux et mes oreilles, ni mon intelligence, pour voir ce qui se passe en face. Je vais vous dire,
Kaba Libi est un très bon entrepreneur politique. Parce qu'il a créé une entreprise qui, en 2 ans, a une valeur boursière supérieure à des vieilles entreprises qui étaient fondées sur le nombre, l'agitation. Non, excusez-moi, non, je ne vous divise pas. Je suis en train de vous dire, vous êtes des Camerounais, je suis Camerounais. Oui. Et que, en fait, moi, je considère l'opposition comme des organisations qui participent à la construction du pays. Chacun à sa place. Mais maintenant, pour revenir, dans vos débats, et je dis que je ne vais pas mêler vos débats, mais vos débats nous concernent lorsque c'est à la limite du trouble à l'ordre public. Ah bon? C'est-à-dire que le déni de la réalité voudrait que vous ne constatez pas que quelqu'un a créé une entreprise à la veille de l'élection présidentielle, il se retrouve avec 5 élus. Vous pouvez être 1 milliard de personnes, vous avez 0 élu. Il faut respecter cela. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui, on lui dit, tu veux une action du Crédit Suisse, ou bien tu veux une action de la BNP ou de l'UBS. Ben, s'il est sérieux, il prend une action qui vaut... Parce que le Crédit Suisse a perdu 61% de sa valeur. Donc, dans vos batailles, introduisez un peu de réalisme, parce que c'est le réalisme qui vous paiera mettre à un niveau de construction. Et je ne suis pas sûr... Moi, je ne vois pas en quoi... laisse-moi finir, je ne vois pas en quoi la sortie de docteur, moi, je ne vois pas en quoi. Docteur, oui. Tu as raison de poser cette question, mais je te dis... vois pas. Je vais te dire, on alterne à une politique par un projet alternatif. Oui. Bon. Et vous êtes incapable d'avoir un projet commun alternatif à celui du RDPC. Quand en face, il y a quelqu'un qui est néfaste, on se met d'abord ensemble, on le fait partie. C'est par rapport à RDPC que bien sûr, on parle de 40 ans d'élection. On ressort par cette dernière question, toujours autour de cette mutualisation, de cette qui c'est peut-être plateforme, ou alors de cette bataille de leadership. Nous sommes quand même à 2 ans d'une élection présidentielle. Moins de 30 mois, 30 mois de l'élection. Bon, ça se dit octobre, parce que j'aimerais la présidentielle en octobre, donc nous sommes sensiblement un peu plus sensiblement 30 mois, vous faites bien de le relever. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager ce schéma-là d'ici 2025, Aloïs? Alors, comment est-ce qu'on peut envisager cela? Il y a des possibilités. D'accord. Commençant par le RDPC, qui de plus en plus s'illustre quand même par des nouveautés politiques qu'on n'avait pas vues depuis pratiquement... S'illustre par, pardon Aloïs? Des nouveautés. Des nouveautés. Ah d'accord. Nouveauté, quand je parle de nouveauté, c'est qu'il y a quand même le visage de Franck Biya qui commence à s'imposer. Mais lui, il est franquiste. Le RDPC ne porte pas ce visage. Non, mais il est partout. Il est partout. Il est partout. Je vous rappelle que lorsqu'on parlait à l'entente de l'émission, nous parlions de l'accord entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Les images, il faut encore bien les observer. Au début, Ferdinand Ngongo est derrière le chef de l'État. À un moment donné, il décale et c'est Franck Biya qui prend sa place. Et donc, il faut encore regarder ces images. C'est de la sémiotique. Il faut regarder ces images-là. On est dans la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie. Non, tout le monde est surpris. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Mais faites une émission sur ça. Non. Vous avez c'est la possibilité. Nous sommes en fin d'émission. Non, Aloïs est tellement informé que je suis curieux de savoir. Il a la liste des dirigeants du RDPC. Il connaît à peu près le statut du RDPC. Mélange pas le RDPC. C'est qui est légitime une évolution politique. Mais quand tu parles du RDPC, tu fais mélange, c'est pour créer la confusion. Pour terminer. On a beaucoup de minutes, vraiment. Alors, il faut pas le couper. Vous avez 30 secondes d'ailleurs. Pour être candidat du RDPC, il faut être le président. Alors, vous avez 30 secondes. 30 secondes. Alors, pour dire qu'au niveau du RDPC, on a quand même un nouveau visage qui est en train de s'imposer. Peut-être que, est-ce qu'il y aura, on va attendre 2025, attendons de voir, ou en congrès, attendons de voir ce niveau-là. Maintenant, au niveau de l'opposition, je suis content de voir qu'au niveau de l'opposition, on peut quand même avoir à un moment donné des voix qui s'entendent. C'est pas tout, est-ce que les leaders pensent comme... Mais je vous dis qu'il y a eu 45 voix. Et ils sont minoritaires dans l'opposition. Alors, terminez, Aloïs. Mais c'est notre souhait, c'est que les opposants soient en mesure d'aller jusqu'au bout, avoir une candidature, si vous voulez, unique à la présidence. Le docteur Serge Alexis Non, en fait, quand on parle de ça... Oui, bien sûr. Quand on parle de ça... Mais il est bien centré sur la question de la suite. RDPC type. Partout au Cameroun, écoutez-moi bien, partout dans toutes les communes, il y a eu une union de l'opposition. Le RDPC n'a jamais gagné. Mon œil.
J'explique. Tu sais comment tu as gagné un homme comme ça? Terminé. Non, vas-y, dis-moi. Non, tu l'auras son temps. Vous savez, vous avez 30 secondes. On en fait une émotion. Non, tu as fait fort. Tu as fait fort. Votre député, votre député, vous savez qu'il a toujours évité les débats avec moi. Je vous dis, il parle du nom Macombe. Je ne suis pas du nom Macombe. Vous terminez en 30 secondes. Vous terminez en 30 secondes. C'est pas pareil. Ne dites pas ça. Tu sais comment tu as gagné un compte? Dites-moi. C'est exclusif. On va faire ça. Non, dites-le. Non, on va le faire en off. En off, pourquoi? On va le faire en off. Mais allons-y, 2 minutes. Terminez en 10 secondes. Tu as profité des divisions à l'intérieur de notre organe de base là-bas pour gagner. C'est politique, c'est normal. Et comment j'ai fait? Je te respecte. Permettez-moi. On n'a plus que 3 minutes. Permettez-moi, comment j'ai donc fait le 12 mars pour avoir 7 voix de plus? Mais tu as continué ton travail. Donc, vous voyez, donc nous avons la capacité, ce que j'expliquais, je dis ceci. Vous savez, les populations du Cameroun, tant que l'opposition ne va pas s'unir, l'opposition n'ira jamais. Mais là, je suis d'accord. Je vous le dis clairement. Je suis d'accord. Parce qu'ils sont tous contre. Vous savez, le Cameroun, c'est 7 millions d'électeurs. Tout à fait. Pour à peu près 4 millions de votants. Ça n'a pas changé depuis longtemps. Exact. Donc, tant que nous n'allons pas nous parler à l'opposition, les Camerounais n'iront pas voter l'opposition. D'accord, voilà, parce qu'ils estiment, non, je le dis, donc c'est ce que je pense. Allez gérer votre... Et c'est ce que je dis. C'est le haut. Il y a des gens qui ont 40 ans de gestion et qui viennent de signer des accords qui n'apporteront certainement rien au Cameroun. Merci donc. Ils sauront où mettre le bulletin de vote. Et c'est ça 2025. Sur la suite pour 2025 et puis mars. Je suis heureux en cette année 2023 de retrouver 4 sur table que j'aime. Parce que le débat est de très bonne qualité. Moi, je ne viens pas tout le temps. Non, excuse-moi, docteur. Le débat est de très bonne qualité et je respecte les points de vue de mes contradicteurs. Mais je pense qu'ils ont tort de penser que le RDPC est responsable de leur faiblesse électorale et politique. Le problème est chez eux. Marx. Hervé est dans son rôle. Moi, je vais braquer mon mot de fin sur le premier sujet en disant que le problème Non, on a constaté ensemble que ce qui fait problème reste et demeure un problème de management. Et il faudrait justement que les techniques et que les techniques de management, autant pour moi, soient mises justement en branle pour que ceux qui sont chargés justement de mettre ou bien d'exécuter des projets qui leur sont confiés par l'État du Cameroun puissent justement le faire dans des conditions acceptables. Donc, il est donc de bon ton qu'à la fin, je reste donc très honoré de savoir que j'ai mené un débat avec un aîné sur le management et qui justement a produit aujourd'hui. Merci. Marx, c'est un monsieur qu'il faut respecter, Hervé, tu dois le connaître, monsieur Christophe Ibonguin, qui est le fondateur du cabinet Pages. Il est compétent. Il est compétent et je dis encore que je souhaite que ce monsieur... Non, je le connais de tempéré et je souhaite quand même que ce monsieur mette sur pied un livre qui pourra justement édifier les choses. On peut l'écrire à plusieurs mains. Merci Marx Wabo, merci au docteur Serge Alexis Lombat, qui d'ailleurs, je le rappelle, parti de Conjoxa commune. Il a une voiture de fonction. Où il est militant et maire à la tête de cette commune. Merci Hervé Emmanuel Com et puis Aloïs Onana, merci également de nous avoir enrichis dans un débat aussi agréable. On espère que les téléspectateurs ont apprécié, surtout appris. Bonsoir à vous également à la maison. Merci et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur Table.